On aime bien dire un enfant qui tient pas en place à l'école, qu'il est hyperactif. OK, il est hyperactif et puis? C'est-à-dire? La question que tous les parents ont dans leur tête, effectivement, c'est: s'il m'arrive quelque chose, qui prend le relais demain? Comment on peut diagnostiquer plus tôt les enfants? Parce que plus tôt on les diagnostique et plus tôt on peut mettre des prises en Mmh. charge en face. Comme quoi, la différence fait parler. Là, on est aux portes de il a 16 ans, il sait pas lire, hein. Comment vous voulez qu'il se déplace à l'extérieur? Juste prendre les transports, hein. Comment il fait pour lire, le nom de la station? Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville. Bah, déjà, bah, merci, Awa, Merci de l'invitation. d'être venue chez nous, chez Value. Je suis vraiment contente, que tu sois venue, parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques semaines. Moi, j'ai une question, à laquelle j'aimerais que tu répondes sincèrement. Elle est pas compliquée du tout et c'est la même que je pose à chaque fois. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Je vais bien, je vais bien. Pas trop froid? Si, un peu, mais bon, c'est pas non, je vais bien. Je reviens d'une retraite de yoga de plusieurs jours, Ouais. donc je vais, très, très bien. Une retraite de yoga, c'est quoi? C'est, partir pendant quelques jours, dans un havre de paix d'ailleurs, où on pratique, le yoga Kundalini pendant, tous les jours où on y est. On fait des balades, à pied, en vélo, c'est, une retraite, c'est prendre du temps pour soi, en fait. OK, mais c'est quoi yoga C'est Kundalini? une pratique, tu as différents yogas et en l'occurrence là, c'était le Kundalini qui est une pratique qui se fait, tu as des postures, tu as des chants, tu as des mantras et la particularité, si je peux dire, sans être une spécialiste, hein, bien sûr, mais la pratique se fait les yeux fermés. Ce qui permet d'être, à l'intérieur de soi. OK, et toi, ça t'apporte vraiment quelque chose? Ah, c'est un socle, ouais. Depuis plusieurs années, c'est devenu, un socle pour moi, ouais. Bon, c'est bon à savoir. Moi, je sais que mes filles, bon, pas maintenant, pas les 2 grandes, mais la petite, ça y est, là, ouais, elle recommence, enfin, elle commence. À l'école, en primaire, ils faisaient du yoga, ils Mmh, proposaient des séances de yoga ouais, aux enfants. Je ouais. trouvais ça, Pour fou. apprendre à respirer, Ouais, voilà, c'est ouais, ça, bien se concentrer, les postures et se tenir, tout, ouais. et je trouvais ça hyper étonnant parce que, nous, on n'a jamais eu, ce genre, enfin, je sais pas toi si tu as eu ça étant Non. plus jeune? Non, mais c'est ouais, ça on oublie qu'en fait, respirer, c'est la base et que quand on respire, dans certaines situations, on a le réflexe de bloquer sa respiration. Quand on a peur, quand on est en colère, alors que j'ai appris et je continue d'apprendre que voilà, il y a des moments, faut se poser, faut respirer et respirer, voilà, ça permet d'un coup de se poser, de se recentrer et de pouvoir prendre conscience de ce qui se passe, en fait. Donc toi, je fais un petit résumé. Tu es belle, C'est gentil, merci. intelligente, tu respires la bonne humeur, toujours souriante. Ouais, ça C'est quoi ton petit secret pour respirer cette joie de vivre? À part le yoga. Ou ouais. peut-être que ça en fait partie, hein? Non, ouais, je pense que ça fait partie de mon tempérament où, avec toutes ces années de combat, ben, on apprend à être positif. On apprend à ouais, le sourire, c'est forcément si je vais sourire, on va me renvoyer le sourire. Ça met tout de suite dans des conditions beaucoup plus agréables et je suis d'un tempérament assez, ouais, plutôt, voilà, souriante et joyeuse au quotidien parce qu'il faut, en fait. Il faut et ça fait du bien, surtout. Ouais, mais enfin, j'ai l'impression, que tu es, tout le temps positive, tu vois les choses de manière positive. J'essaye un maximum, ouais. Un maximum. Le positif attire le positif, hein. Vraiment, hein, quand on se dit, «Je vais y arriver» et en l'occurrence, ça, je l'ai appris avec mon fils, «Je vais y arriver, je vais trouver des solutions, il va aller à l'école, je vais lui trouver le thérapeute dont il a besoin». Bah, quand on y va dans des conditions vraiment positives et qu'on y croit, bah, ça fonctionne, en fait. Donc toi, en fait, comment on appelle ça? Parce que c'est vrai que ça, dernièrement, il y a eu, quelqu'un avec qui je discute souvent, hein, avec qui je partage ma vie, en fait, pour, tout te dire, qui me dit: «Oui, en fait, chaque matin, tu dois te lever et te dire», alors je sais pas si parce que je suis une femme et que c'est les femmes en général qui sont comme ça, c'est pas qu'on se rabaisse, mais tu vois, on est un peu en: «Ah, je vais pas réussir, ah, je vais pas y arriver». Alors, est-ce qu'on est endoctriné depuis qu'on est conditionné, je veux dire, depuis qu'on est
petite, mais il me dit non, vas-y, il faut que tu te lèves, que tu te dises je vais arriver à faire ça, que tu te répètes des phrases et tout. Et c'est un peu ce que tu me dis. Ouais, complètement. Parce que tu te répètes, je vais Ouais. réussir à faire Ouais. ci, je vais faire ça, je vais surmonter Dans des telle tournures épreuve. positives, ouais. Parce qu'on est très dans des tournures négatives. Et dès tout petit, hein, les premiers mots que dit un enfant, c'est non. Parce qu'on passe notre temps, quand on les éduque à dire non. Un enfant qui va courir autour d'une piscine, l'exemple lambda, hein, on va lui dire cours pas, au lieu de lui dire marche. Mais c'est un travail, effectivement, de longue haleine, hein, d'arriver à se mettre dans cette espèce de posture où, effectivement, quand on va s'adresser à quelqu'un, essayer de le faire en positif, ce qui va, dans 90% des cas, apporter une réponse positive. Je vois dans mon entreprise, les formations que j'ai eues il y a plusieurs années, avec une super formatrice avec laquelle j'ai travaillé longtemps, elle disait, c'est pas la même chose de dire le soir à la personne avec qui tu partages ta vie, est-ce que tu veux pas aller faire la vaisselle avant de regarder ton match? Ou de lui dire, est-ce qu'avant d'aller regarder ton match, tu veux bien faire la vaisselle? Elle disait que dans la tournure, et forcément, on essaie de le mettre en pratique, hein, ça va aller chercher un oui, effectivement. Et après, je pense qu'effectivement, moi, je le travaille avec ma fille, de tous les jours qu'elle se dise qu'elle est intelligente, qu'elle va y arriver. Que oui, à des fois, elle sera confrontée à des situations où elle n'aura pas réussi, mais c'est pas parce qu'elle n'a pas réussi que c'est un échec, en fait. T'as pas réussi, tu vas apprendre, tu vas recommencer, et c'est comme ça que tu vas apprendre jusqu'au moment où tu réussiras. Et effectivement, tous les jours d'essayer, quand je la dépose à l'école, tu vas passer une super journée, tu vas y arriver, tu vas bien travailler, enfin, d'essayer, voilà, de passer des messages positifs pour qu'elle ait confiance en elle, en fait. Parce que c'est ça qu'on va chercher, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. C'est important. C'est important pour, effectivement, le matin, quand on se lève, se mettre dans un mood où la journée, elle va bien se passer. Parce que quand on se dit, oh là là, la journée, elle va mal se passer, parce qu'on a eu 2-3 couacs le matin, en général, Elle se passe mal, ouais. elle se passe mal, en fait. C'est des petits détails, hein. Mais que quand on se dit, bon, ok, alors attends, là, je m'arrête 5 secondes, je vais respirer, ça va aller, c'est pas grave, ça arrive, on le règle, et ça va aller. Allez, je prends mon café, je prends mon thé, et j'y vais. Et je pense que ça aide, et c'est important de se dire effectivement certains mots le matin quand on se lève. Moi, je fais une méditation, par exemple, le matin. Avant de démarrer quoi que ce soit, j'ai mes petites 10-15 minutes où voilà, je fais ma pratique, ma médite avant de démarrer. Et quand je la fais pas, ma journée se passe pas de la même manière. Ouais, ça te permet de te poser. Ça me conditionne, en fait. Ouais. Ok. Même par rapport à la patience avec les enfants, où un matin où je vais être très fatiguée, pas en forme, un peu malade. Voilà, si je veux être dans des bonnes conditions et rester cool, parce que des fois on est impatient, hein, Bien sûr. voilà, il y a un rituel dès le matin, il y en a c'est le soir, mais voilà, moi c'est le matin, ce rituel qui tout de suite me met dans un mood. C'est comme la douche, il y en a qui préfèrent le soir, Exactement. il y en a qui préfèrent le matin, il y en a qui se douchent pas du tout. Ça, c'est une autre option qui est particulière, mais... Alors, quand on va sur ton Insta, dans ta bio, on peut lire « Woman Love Fashion, Mum of Noam, autistique, and Eden ». Bon, mon anglais est un peu nul. Hein. Oh non, il faut pas dire que c'est nul. Mon anglais ne va qu'en s'améliorant. Aidante, modeling et modératrice de talk. Ouais. Ça n'est pas un petit peu beaucoup tout ça? C'est un peu ma vie, hein, en fait. Donc, je suis effectivement la maman de Noam, qui a 16 ans et qui a atteint du trouble autistique. De Eden, sa petite sœur, qui a 8 ans. J'aime la mode, effectivement, depuis toute jeune. Voilà, j'adore ça. J'ai été mannequin plus jeune, donc je pense que ça aide aussi. Je suis aidante par rapport à mon fils. J'ai le statut d'aidante. Et modératrice de talk, en fait, c'est une opportunité qu'on m'a faite sur comment je partage effectivement mon rôle de maman, mon rôle d'aidante avec un enfant en situation de handicap. Voilà, c'était avec Amandine Lunier, qui est la fondatrice de The Reunion, quand j'ai partagé en 2020 la situation compliquée dans laquelle on était avec Noam, qui était déscolarisé. J'ai été amenée à la rencontrer et elle m'a proposé d'animer ces talks qu'elle a mis en place sur 2 pop-up.
et qui ont été extrêmement enrichissants. Et de temps en temps, effectivement, voilà, j'interviens à des forums ou voilà, dans des associations pour partager le parcours du combattant qui est celui d'être parent d'un enfant en situation de handicap, celui voilà, d'être une maman, d'être une femme, d'être une sœur, d'être une amie, parce que quand on est dans cette situation, en fait, le rôle d'aidant prend beaucoup, beaucoup de place. Et surtout d'une collègue, parce que ce qui a été important dans ces 16 dernières années, c'était de continuer à travailler, en fait. Ouais, parce que avec tout ce que tu vis Ouais. personnellement Et dans je ta me vie suis posé privée, la question par moment, quand il était plus petit, est-ce que je dois arrêter de travailler? Mais j'ai toujours eu, voilà, quand même voilà, à un moment de me dire, non, si tu arrêtes de travailler, tu vas être coupé du monde, en fait. mmh, Et c'est déjà assez difficile. Et malgré tout, et je pense comme dans n'importe quelle situation compliquée ou épreuve de la vie, hein, aller au travail, bah, c'est une espèce de soupape de décompression malgré tout durant la journée qui te sort de ton quotidien, qui te fait un peu oublier, pas complètement parce que je suis dans une entreprise qui me soutient depuis des années par rapport à ça, mais qui te permet, voilà, de faire un travail qui fait que pendant ce temps-là, tu oublies un peu tes problèmes. justement, tu dis, tu es dans une entreprise, Ouais. qui te soutient. Alors, tu vois, généralement, quand on a le handicap plus ou moins présent, on va dire, chez la personne, tu vois? Parce que toi, c'est lié à ton fils, les sociétés, elles se ferment toutes complètement. Elles sont, imperméables, en fait, à tout ça. Comment ça s'est passé Ouais. quand tu as annoncé, que tu avais justement, un enfant, autiste? Alors, juste ce qui est bien aujourd'hui et enfin, c'est un constat quand même, et enfin, ça devient une réalité. Les entreprises s'ouvrent quand même de plus en plus au monde du handicap. Il y a c'est devenu un sujet malgré tout, même s'il y a encore beaucoup de travail. Aujourd'hui, il y a un sujet sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, que ce soit à l'école ou dans le milieu professionnel. Moi, je suis dans une entreprise qui s'appelle Chèque Déjeuner, qui fête ses 60 ans cette année. C'est une entreprise donc c'est le plus vieil émetteur de titres, restaurant. Donc c'est le premier avantage, des salariés en France où, on octroie une aide qui est cofinancée par l'employeur pour le salarié pour, la pause déjeuner du midi. Et je suis rentrée dans cette entreprise qui est une coopérative. OK. J'y suis rentrée il y a plus de 20 ans maintenant. Et voilà, cette coopérative prône des valeurs, porte des sujets, dont celui, entre autres, du handicap. Et comme d'autres parents dans l'entreprise, on est accompagnés, par, le service, RH et par, d'autres instances au sein de notre entreprise sur ces situations-là, pour nous permettre de continuer à travailler, nous octroyer des aides, nous accompagner dans les épreuves. Par exemple, moi, Noam a été déscolarisé, à chaque changement de cycle, donc c'est-à-dire entrée maternelle, entrée primaire, entrée collège. Et Pourquoi? pourquoi? Parce que, sorti de crèche, où il parlait pas encore, et tant qu'il n'a pas acquis la parole, c'était difficile. Petit, c'était là où on a eu le plus de crises, en fait. Et quand il est entré à l'école, ça a été compliqué à la maternelle. En plus, une jeune instite qui venait d'avoir son diplôme, qui avait 24-25 ans. Au bout de 10-15 jours, on a été convoqué avec son père à l'époque. Ça a été très compliqué. Elle n'arrivait pas à le gérer. En plus, il n'était pas encore vraiment verbal, donc c'était pas évident. Très vite, on nous a dit on va pas pouvoir le garder. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Effectivement, on s'est retrouvés aux vacances de février, en sachant qu'il était rentré en cours d'année. Il était rentré en janvier parce que pas encore l'acquisition de l'autonomie. Il La avait encore des propreté et tout, couches. c'est ça? OK. Ouais, j'aime pas ce terme-là, en fait. J'aime Hein. pas le terme de la propreté parce que c'est pas ça en soi. Mais voilà, Mmh. il portait encore des couches, donc on a dû reporter la rentrée à janvier. Et février, ils nous ont dit on peut pas le garder. Donc première situation où qu'est-ce que Mmh. je fais? Je vais arrêter de travailler, en fait, le temps qu'on trouve une solution. Et donc là, ton entreprise t'a soutenue? Ouais, OK. en fait, ils ont mis en place, comme dans certaines entreprises, ils ont mis en place des congés solidaires qui permettent, dans des situations comme celle que j'ai vécue, comme un couple d'amis
qui est dans l'entreprise, qui a vécu aussi, ils ont une fille qui a eu un cancer. Donc, ils ont dû s'absenter à un moment donné, mais quand on s'absente, on n'est pas payé quand on n'est pas là, si on n'est pas en arrêt maladie. Et les congés solidaires permettent effectivement de dire, moi, je fais un don de 1, 2 ou 3 jours à Awa pour que les jours où elle n'est pas là, ce soit compensé. Et ce qui fait que pendant toute la période d'absence, je ne perds pas mon salaire. Parce qu'il y a ce sujet délicat qui arrive en parallèle quand même. C'est-à-dire que s'il y a tous tes collègues, tu as une dizaine de collègues, ils te disent on donne un jour chacun. Exactement. Et tu as bénéficié de ça. Ouais. Ah bah. Et 3 fois durant les 10 années de scolarisation, où il y a eu plusieurs épisodes où il a été déscolarisé, ouais. Avec l'entreprise qui soutient et qui, entre guillemets, accepte que pendant quelques semaines, tu peux plus venir travailler parce que tu te retrouves avec ton enfant sur les bras et pas de solution pour le scolariser. Après, là où des fois... Parfois, je me dis, il y a une bonne étoile, mais la directrice de la crèche a rappelé quelques semaines après pour savoir si la rentrée de Noam s'était bien passée. Et ça s'était mal passé. Et donc, elle l'a repris à la crèche. Ah ouais, ok. Donc, ce qui fait que j'ai pu retourner travailler. Il a fini son année donc, dans cette crèche. Puis après, il y a eu l'entrée à l'école, mais qui a été compliquée dans une nouvelle école. Et puis ainsi de suite, en fait, tout le parcours compliqué. Mais voilà, être dans une entreprise qui prône toutes ces valeurs de soutien, de solidarité, de partage, de bienveillance. Après, c'est pas le monde des bisounours non plus. C'est aussi une entreprise, on a un business, faut le porter, faut y aller. Mais voilà, il y a ce côté humain à côté qui est très présent et voilà, qui m'a permis aujourd'hui d'en être là où j'en suis au niveau de mon parcours professionnel. Donc, je suis rentrée il y a une 20aine d'années en tant que conseillère clientèle au service client à l'époque du chèque cadeau qui s'appelait le chèque Cadoc. Et je suis au sein donc, de Chèque Déjeuner, la maison mère, depuis 2011. Je suis responsable du service client sur la partie chèque déjeuner et je fais partie du conseil d'administration depuis 5 ans. Parce que la particularité de la coopérative, c'est qu'on est salarié sociétaire et que notre entreprise est dirigée par une instance qui s'appelle le conseil d'administration. Et les membres du conseil d'administration sont élus par les sociétaires. Donc, clairement, c'est... je ne sais pas si ailleurs j'aurais eu cette opportunité-là. Que ce soit de pouvoir accéder à ce genre de poste, aussi bien en tant que femme noire. Voilà, il y a une mixité, il y a une diversité au sein de notre entreprise qui est présente et qui permet tout à chacun de pouvoir évoluer et arriver dans certaines instances au sein de notre coopérative, qui est la plus grande coopérative de France, d'ailleurs, au passage. C'est beau, quand même. Ouais, je le racontais récemment à des jeunes sociétaires qui viennent d'être élus, où on les accompagne. Et je disais, tu rentres dans cette entreprise à un poste conseiller clientèle classique. Et puis, 20 ans après, tu es toujours dans l'entreprise. Entre guillemets, tu y as grandi. Et je suis extrêmement fière aujourd'hui de faire partie des dirigeants de cette belle coopérative. Et c'est ultra démocratique. Oui. C'est vraiment la démocratie participative. Oui. Complètement. Parce qu'on n'a pas l'habitude de... Tu vois, c'est... Non, on n'a pas l'habitude, mais pourtant, Chèque Déjeuner a 60 ans. Enfin, je dis Chèque Déjeuner. C'est l'ancien nom, mais qui est historique. Mais aujourd'hui, ça s'appelle Upcop. C'est quand même un groupe de un peu moins de 4000 collaborateurs, avec 20 filiales à l'international, que ce soit en Amérique, en Europe. Donc voilà, c'est une belle aventure française, puisque le fondateur, Georges Rinaud, il y a 60 ans, il a créé cette toute petite entreprise qui aujourd'hui est très grande, quoi. Puis c'est un des partenaires les plus historiques sur les émetteurs de titres. Donc bravo, c'est une jolie histoire. Ouais, bravo à cette entreprise et bravo pour ton parcours. Parce que tu pars de loin, quoi, quand même. Ouais. Comme tu le dis, donc toi, tu es la maman de Noam. Ouais. Donc tu racontais l'histoire à un jeune autiste, et d'Eden, ta fille aussi, qui est en CE2. Qu'est-ce que l'arrivée de Noam a changé dans ta vie ? À partir du moment où on devient parent, il y a une vie avant et il y a une vie à partir de ce moment-là. Ce que Noam a changé dans ma vie, clairement, c'est comment à un moment donné, on ne vit plus pour soi, mais plus du tout. Comment à un moment donné, l'instinct de survie prend le dessus sur tout. On se met en mode guerrière.
Et toutes les portes là qui sont fermées, bah, va falloir, pardon du terme, mais les défoncer. Va falloir les défoncer pour rentrer et pour que cet enfant, qui a, comme sa petite sœur aime à le dire, ce petit truc en plus, bah, qu'il soit accepté tel qu'il ait, le droit d'aller à l'école, le droit d'apprendre et le droit d'être avec tout le monde, en fait. Et c'est ouf parce que je lui dis qu'elle dit ce petit truc en plus. Ouais, Tu vois, c'est ce qu'elle toujours dit, Eden. positif. Tu Ouais. vois, moi, je me dirais, bon, le truc en moins. Tu Non, vois, c'est tout ouais. bête, je vais dire Non, ça. non. Après, il y a le film qui est de Artus, forcément, Oui, qui a oui. joué. C'est sûr. Et elle le dit encore plus fort depuis qu'elle a vu le film. Mais elle a toujours défendu son frère. Enfin, voilà. Et à l'école, elle le fait aussi. Hein. Pour elle, je pense que d'avoir grandi avec un frère comme Noam, la différence, c'est quelque chose en plus. Et c'est ça qui est joli. Bon, moi, je peux pas me prononcer là-dessus parce que j'ai jamais vécu ça, mais j'ai des amis qui ont... Enfin, les parents ont eu un enfant trisomique et la relation de la maman avec l'enfant est beaucoup plus fusionnelle qu'avec les autres enfants. Alors... Parce que indirectement, ils nous demandent beaucoup plus d'attention. Parce que on est dans un système, malgré tout, aujourd'hui, où il n'y a pas un dispositif qui est mis en place qui permet un accompagnement où, en fait, vous confiez votre enfant au système et ça roule. Aujourd'hui, moi, Noam, par exemple, il a de la psychomotricité, de l'ergothérapie, une orthoptiste, de l'équithérapie, un éducateur spécialisé. Enfin, il a c'est ce que je dis, hein, il a toute une équipe derrière lui, du lundi au samedi, en plus de l'IME qui l'accueille, l'Institut médico-éducatif. Il a toute une équipe autour de lui que j'ai mis en place après de nombreuses années pour qu'il puisse évoluer, pour qu'il parle, pour qu'il apprenne à lire, écrire. Bon, ça, c'est des sujets qui sont encore compliqués, on n'y est pas. Mais pour qu'il puisse évoluer comme un autre enfant. Et voilà, il faut qu'il soit autonome, en fait. Il faut qu'il puisse, demain, sortir de chez nous, aller acheter du pain, aller au travail. C'est le sujet qui va bientôt arriver. Aller se promener avec ses copains. Enfin, on est obligé de tout faire pour qu'il puisse avoir une vie comme les autres, en fait. Mais pour ça, il faut mettre en place un gros dispositif derrière. Ouais, c'est le vrai parcours du combattant. Ouais. Donc forcément, il demande plus de temps. Parce qu'on passe du temps... déjà, remplir un dossier MDPH, c'est juste conséquent. Chercher des thérapeutes, mettre en place les séances, arriver à les caler en fonction de l'emploi du temps... par rapport à là où il est accueilli en journée à l'Institut médico-éducatif. Avant, c'était l'école. Enfin, il faut mettre en place des taxis, mais il faut faire des demandes spécifiques. Enfin, il y a tout un dispositif derrière où on est en permanence, en fait, à organiser, à être en interaction avec les différentes personnes qui vont être en relais derrière et qui font que, oui, forcément, cet enfant, on s'en occupe beaucoup plus. Lui, sans le vouloir, mais il prend plus de place. Et effectivement, même dans le quotidien de quand on est chez nous. Quand on est chez nous, alors moins, parce qu'il a grandi et qu'il a beaucoup gagné en autonomie, mais je pense que sa sœur a grandi un peu plus vite, parce que je suis en permanence en train de faire de la guidance orale, quand c'est pas de la guidance physique. Hein. Alors, le physique se réduit avec les années, sur certains sujets, mais je suis en permanence en train de faire de la guidance orale. Pour Noam. Ouais. Pour Noam, pour l'accompagner. Donc, sa petite sœur qui est à côté, qui du haut de ses 8 ans maintenant, mais sur ses premières années qui grandissait à côté de lui, bah forcément, elle est là, c'est une éponge, elle prend. Hein. Et Jacques, à cet âge-là, ils sont dans le mimétisme. C'est ça. Ben oui. Est-ce que t'as aidé? Oui. Ouais. Ah, elle aide. Elle a aidé et elle aide, ouais. Ouais. Ça, c'est bien parce que, enfin... En tout cas, quand il y a une fratrie, c'est toujours les plus grands, généralement, qui aident les petits. On est habitué, en fait. Mais moi, il y a plein de fois, mes grandes... Elles me disent, pourquoi tu me dis de faire ça pour la petite? C'est à toi de le faire, nanana, tu vois. Mais c'est comme non, ça, Elle aidait, par exemple... Je revois, et la photo, elle est sur mon compte Instagram, c'était mignon. Un jour, ils sont tous les deux là, et puis on essaie de lui faire l'école avec ses panini.
grâce au Panini, on arrive à travailler les chiffres, on arrive à travailler un peu la lecture, on arrive à travailler, vous savez, la motricité Ouais. fine, là, quand il faut décoller les cartes. Et ça reste compliqué parce qu'il a un manque de tonicité dans les mains. Elle adore venir l'aider juste à décoller un petit peu la carte et à lui donner pour qu'il puisse complètement la décoller et la coller. Et elle adore faire ça. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais ouais, elle est aidante aussi, hein, dans le quotidien. C'est pour ça qu'elle a grandi vite aussi. Aussi. Ouais. Ouais. Quand on attend un premier enfant, donc on est déjà pas mal face à beaucoup de difficultés. Le stress, la peur Ouais. de l'inconnu, le questionnement quant au fait d'être une future bonne mère ou pas. Je pense que ça, ce sont des sentiments qui t'ont traversé, non? Après, je suis issue d'une fratrie. On a grandi avec plein de cousins, cousines. Enfin, j'ai souvent été en relation avec des enfants en bas âge. En plus, j'ai été fille au père, plus jeune. Donc, j'avais pas l'appréhension de... Et je revois une copine un jour qui me disait « Noah, mais t'es petit », puis j'étais en train de le changer. Elle me disait « Mais on a l'impression que t'as toujours eu des enfants ». Je dis « Ben non, mais ça, c'est la relation de ma sœur la plus jeune. On a une dizaine d'années d'écart. Et c'était une poupée pour moi quand elle est arrivée. Et alors, il n'y a pas ce truc de « Est-ce que je vais être une bonne mère ?» C'est avant tout, si je vais découvrir c'est quoi le job de maman, parce que c'est un job, hein. Et après, très, très vite, par contre, effectivement, les peurs, doutes se sont installés. Voyant Noam, au bout de 3 à 4 mois, qui évoluait d'une certaine manière, mais pas comme j'ai pu le voir avec d'autres enfants, je me suis et j'avais des copines qui avaient... On est plusieurs copines à avoir eu des enfants quasiment en même temps. Ouais, la peur, les doutes se sont installés parce que je voyais que... Ben voilà, qu'il manquait un peu de tonicité, que le regard, c'était pas ça. Enfin voilà, j'ai commencé à me poser des questions, en fait. Comment tu vois, toi, les symptômes, entre guillemets? Déjà, il y avait souvent ce regard comme ça dans le vide qui m'intriguait. Et le manque de tonicité dans les mains. Enfin, souvent, un bébé vers 4-5 mois, le biberon va arriver, il va avoir le réflexe de l'attraper. Ça Lui, il n'a jamais fait ce geste-là. Non, et vraiment, cette non-tonicité-là m'intriguait un peu. J'en ai parlé à la crèche, qui était assez d'accord. La pédiatre me disait non, il faut attendre un peu, ils grandissent chacun à leur rythme, les garçons ça grandit moins vite, etc. Donc je me suis posé des questions. Après, il y a 16 ans, on n'en parlait pas non plus comme ça. Ouais. Donc il y a des moments où on se sent très, très, très seul avec ses doutes. Il y a des copines ou une de mes sœurs qui, à un moment, entendent ce que je dis, puis me disent bah, écoute, si tu crois qu'il y a un truc, lâche pas, continue, renseigne-toi, etc. Et puis, avec le temps, ouais, vraiment, quand il a commencé à avoir 1 an et demi, on voyait le décalage avec les autres enfants, de toute façon. Et ce qui était chouette, c'est qu'à la crèche, la directrice de l'époque a aussi vu qu'il y avait quelque chose. Celle qui t'avait appelé Celle qui m'avait rappelé plus tard, elle était super. Ouais, elle était extraordinaire. Donc, tant qu'on est à la crèche, on est dans un espèce de cocon où il est protégé, où en parallèle, moi, je peux aller au travail. Enfin, voilà, on avance comme ça. Et tout va commencer effectivement avec la sortie de la crèche et la scolarisation, où effectivement... quand il est rentré pour la première fois à l'école, donc on a eu cette confrontation, on nous a dit, écoutez, c'est compliqué. Très vite, on nous a dit, il ne peut pas tenir un stylo, il le tient comme ça, alors que ça se tient comme ça, par exemple. Et ok, mais c'est un peu votre job, il va être 3 ans à l'école maternelle. Pendant ces 3 ans, on va travailler avec lui, il va falloir lui apprendre. Donc, il y a tout de suite une espèce de pression qui est mise et une remise en question vers nous qui est assez complexe. Et Noam, n'étant pas bien, il a fini par faire de l'encoprésie. L'encoprésie, c'est... il allait à l'école lundi, mardi, jeudi, vendredi. Les 4 jours où il allait à l'école, chaque jour à 11h, il faisait caca dans sa culotte. Et il ne le faisait qu'à l'école. Ok. Et ça, c'est quoi? C'est lié au stress? Ouais, ça s'appelle de l'encoprésie. Okay. Effectivement, c'est quand on est dans un contexte où on traduit par son corps un mal-être et ça passait par là. Donc, je l'ai appris par la pédiatre, parce que je ne savais pas ce que c'était, bien évidemment. Et une autre pédiatre, pas celle qui avait suivi Noam à l'époque, il a été pris en charge par une psy qui nous a accompagnés. Puis l'été qui a suivi, j'ai quand même posé la question de... Bon,
quand je me renseigne sur Internet, quand je lis des choses, dans son comportement, il y a des choses, on dirait que c'est de l'autisme, en fait. Oui, non. Il avait que 2 ans et demi, on me dit non, c'est pas ça. Si c'était ça, on aurait fait des examens, on l'aurait décelé. Enfin bref. On a continué à avancer. Du fait qu'il parlait pas, j'ai fini quand même par dire bon, en plus de la psy, on va essayer de trouver une orthophoniste pour l'aider. On a trouvé une super orthophoniste qui s'appelait Gaëlle, qui sortait de l'école. Et il y a ceux, parce que quand vous êtes dans cette situation un peu de découverte, tout le monde donne son avis. Tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde. Donc, il faut arriver à faire du tri. Mais donc, il y avait ceux qui me disaient ouais, mais elle sort de l'école, elle n'a pas d'expérience, tu devrais en chercher une autre. Et de l'autre côté, il y a quelques personnes qui me disaient elle va avoir la niaque, vas-y. Et effectivement, elle a pris en charge Noam à raison de 2 séances par semaine. Elle nous l'aura dit plus tard quand elle sera partie, parce qu'elle l'a eu pendant 4 ou 5 ans, puis après elle a déménagé dans le sud. Et elle a dit quand j'ai pris en charge Noam, j'aurais pas parié sur l'évolution qu'il y a eu en fait. Elle pensait qu'il parlerait pas, et finalement il parle très très bien. Et à partir de là, l'orthophoniste à un moment donc a recommandé à la pédiatre de faire plus d'examens. Au début, on pensait qu'il y avait de la dysphasie, donc c'est l'acquisition de la parole. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Et il a été pris en charge finalement à Necker pendant une dizaine de jours, où là, il y a une batterie d'examens qui est faite avec tous les spécialistes qui ont confirmé qu'effectivement, il avait un trouble Autistique. du développement global. Ah, ok. On a avancé comme ça, avec toutes les prises en charge, avec le parcours chaotique à l'école, parce que il n'avait pas d'assistante pour l'aider, malgré qu'on en avait fait la demande. Les AESH, c'est compliqué parce que c'est un job qui n'est pas bien payé. Elles ne sont pas forcément formées. Et quand on n'est pas formé pour s'occuper d'un enfant en situation de handicap, c'est hyper compliqué. C'est difficile d'en avoir une, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand il y en a dans les établissements, ils la partagent, très souvent. Bref, donc on a essayé d'avancer comme ça. Il a changé sans arrêt d'école. On a été dans des structures privées comme des écoles Montessori. Au début, ça allait, puis après, ça va plus. Donc, ouais, 10 ans d'un parcours vraiment chaotique scolairement. Pendant que j'étais enceinte d'Eden, il y a eu juste avant que je tombe enceinte, il y a eu des tests qui ont été faits au niveau génétique. Et on a appris pendant ma grossesse qu'en fait, il y avait une anomalie chromosomique. Maintenant, à savoir si ça venait du père ou de la mère, impossible de le savoir, et que cette anomalie chromosomique était, entre autres, à l'origine du retard du développement de Noam. Donc, la grosse peur de ma vie, ça a été à un moment donné parce qu'il fallait tester Eden, qui était dans mon ventre, bien évidemment, elle avait 5 mois. J'étais à 5 mois de grossesse, pardon. Mais si on faisait le test, je risquais d'avoir un enfant prématuré dans les semaines qui suivaient. Si je faisais pas le test, je risquais peut-être d'avoir un enfant en situation de handicap. Donc, vraiment un épisode un peu compliqué. C'est avec la grosse aiguille, là, qu'on te met dans le dos? Ouais. Il fallait faire une amyosynthèse. Ouais, c'est ça. Mais comme j'ai dit à l'époque au papa, elle bouge depuis 2 jours comme par hasard, en train de dire « Coucou les gars, je suis vivante, je suis là. » Donc, je peux pas faire une interruption de grossesse, je peux pas faire cette amyosynthèse. Je veux qu'on la laisse tranquille. Et comme j'ai dit à l'époque au médecin, ce sera pas plus grave que Noam. Maintenant que Noam, il avait 7 ans, on sait ce que c'est, j'ai mis en place ce qu'il fallait, donc on y va comme ça et tout ira bien. Et elle va bien. Comment d'ailleurs s'est passée la grossesse de Noam? Plutôt bien. Ouais. Ça remonte un peu, ça fait 16 ans maintenant, mais... Non, mais tu vois, il y en a, ils se rappellent... Ah non, ça s'est bien passé. Hein, bon, après, je reconnais, moi, c'est pas mon éclat d'être enceinte, parce que j'ai été beaucoup malade, mais ça s'est bien passé. Ouais, t'as eu plus un stress sur la deuxième grossesse, ce qui est normal, que sur la Sur première. la fin, ouais. De me dire, quand elle va arriver... Qu'est-ce qui va se passer, quoi. Exactement. Toi, t'as le souvenir de la fois où on t'a annoncé, donc je pense que c'était à Necker, hein, ce jour-là, on t'a annoncé que Noam était autiste. Ouais, je m'en rappelle du professeur Gols qui a fini par dire qu'effectivement, Noam, d'un niveau moins sévère, mais qu'il était atteint du trouble autistique, ouais, je m'en rappelle. Mais après, j'en étais intimement convaincue depuis qu'il est tout petit.
quelles que soient les personnes que j'ai croisées durant le parcours, quels que soient les doutes, les interrogations, les remarques où on me disait que je voulais le faire grandir trop vite, etc. Enfin, de tout l'entourage, hein, que ce soit famille, amis, travail, tout confondu. Hein. Moi, j'ai toujours été intimement convaincue que ça. Ouais, donc ça n'a fait que Très, très confirmer. vite. Voilà, donc moi, j'ai eu la confirmation. Mais la confirmation en soi n'a rien changé parce que tout le dispositif, je l'avais mis en place. Noam était pris en charge. Et après, voilà, on continue d'avancer. Donc oui, ça a confirmé, mais en soi... Mais quelque part, c'est un... Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est un soulagement. Parce que tu poses... Indirectement, peut-être, ouais. Mais je dirais plus, c'est pas un soulagement pour moi. Hein. C'était un soulagement que l'entourage... Bah, vous voyez, voilà, Noam, il est atteint du trouble autistique. Voilà, c'est tout. Et c'était, parce que vous avez toujours... J'en ai qui faisaient des comparaisons avec des amis à eux qui avaient des enfants autistes sévères. En disant, mais regarde, Noam, il n'est pas comme ça, quand même, t'as plus de chance. Ouais, si on veut, ok. De personnes qui ont pu, plus petit, lui faire des remarques parce qu'il arrivait, effectivement, il pouvait renverser des choses, etc. Donc bon, moi, c'était plus pour lui, pour à un moment donné, parce que forcément, une fois que c'est officiel, entre guillemets, il est plus vu pareil. Et il y a une attention différente qui va lui être portée. Tu sais, il y a mes 2 grandes qui étaient dans une école à air ouverte. Je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Je ne sais pas si tu connais. Non. En fait, tu as un niveau avec toutes les classes et il n'y a pas de mur. Tu vois. Ouais. Et bon, c'était assez sympa. Et il y avait des classes Ulysse. Ouais. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, exactement. Et en fait, ils mélangeaient à chaque fois soit des personnes en situation de handicap, des autistes, etc. C'est le concept. Voilà, avec des classes où les enfants... Pour les activités comme le dessin... En fait, la classe Ulysse, et il était dans cette classe-là, Noam, c'est une classe où il y a une dizaine d'enfants en situation effectivement de handicap avec une coordinatrice ou un coordinateur d'Ulysse qui est en général une personne formée avec une assistante. Et il y a des moments d'inclusion dans leur classe de référence. Okay. Ça veut dire que l'enfant qui doit être en CE2, pour les cours de dessin, de gymnastique, enfin pour les cours plus faciles à gérer, on va dire, c'est des moments où on les inclut dans leur classe de référence, effectivement. Mais ça, c'est hyper bien, justement. C'est très, très bien. Quand on parle de harcèlement, moi, je sais en tout cas que mes filles, quand elles étaient plus jeunes, il n'y avait aucun problème. C'est-à-dire qu'elles disaient, elle disait pas c'est mon ami, je l'invite à mon anniversaire, tu vois. Mais il y avait personne n'avait le droit de les embêter. Mais d'elle-même, elle le savait. C'est-à-dire non, lui, tu vas pas mal lui parler, tu vas pas te moquer de lui, et elle montait au créneau. Et sûr. tous les élèves ensemble, tu vois, faisaient en sorte que l'enfant se sente bien, et de les protéger, voilà. Et donc ça, je sais pas si justement ils étaient dans quelle ville, enfin il était scolarisé dans quelle ville. Moi, c'était à Groslay, mais depuis, puis je me rappelle à l'époque avec la directrice, enfin. Ça avait mis de la tension dans nos relations. Hein. Et c'est ça que ça générait, en fait. Le fait de dire les choses, le fait de manifester un mécontentement, souvent, après, ça faisait des tensions avec les responsables d'établissement. Et c'est drôle parce que je l'ai revu, là, cette année, au mois de juin, avec le maire de ma ville, Maxime Tory, et d'autres mamans, on a mis en place des journées de sensibilisation handicap. Ça a commencé il y a 4 ans, maintenant. Parce que moi, voilà, avec l'histoire de la déscolarisation de Noam, j'avais été reçue par monsieur le maire, qui voulait m'aider, parce que je faisais beaucoup de bruit entre le compte Instagram, j'étais passée au Parisien, enfin voilà. J'avais dit, je vais déplacer des montagnes, mais on va lui trouver une place quelque part, et il va retourner à l'école, et je dois retourner travailler, en fait. Et à l'époque, c'était un des plus jeunes maires de France, et je lui avais dit, mais faut s'emparer du sujet, faut mettre en place des choses dans la ville et qu'on soit une ville exemple, en fait. Et il faut absolument que ça devienne un sujet au sein des différentes villes pour que les enfants... Enfin, que ces situations n'arrivent plus, en fait. Un enfant ne devrait pas être déscolarisé. C'est pas possible, en fait. Et donc, voilà. Au-delà du fait qu'il m'ait aidé sur la situation de Noam, il y a d'autres mamans qui ont amené aussi ce sujet. Et si je dis pas de bêtises, je crois que là, en 2025, ça va être la 4e ou la 5e, je sais plus, édition. Mais on fait des journées de sensibilisation dans les écoles primaires de Montmorency, où pendant une journée, on fait venir des intervenants extérieurs, on fait venir des parents, comme moi, et on passe dans les classes où on sensibilise les enfants au handicap.
Et il y a beaucoup d'écoles où il y a des classes Ulysse dans notre ville. Et ce qui est chouette, et ma fille me le raconte entre autres, hein, mais les enfants, du fait d'être sensibilisés, ils font beaucoup plus attention aux enfants en situation de handicap dans l'école. Et tu te dis, c'est une petite victoire, hein, mais ces enfants qui font attention à ces enfants, c'est des futurs adultes. Bien sûr. Ouais. Et c'est là où tu te dis comment ça te sert de levier pour qu'en grandissant, ce soit juste pas un sujet que les personnes en situation de handicap soient dans Intégrées. Exactement. Ouais. Et c'est ça qui est top. Ouais. Et la directrice de l'époque de Groslay, où il y avait eu l'incident, je l'ai retrouvée, on s'est revus au mois de juin, là. Elle est directrice sur une autre structure où elle gère toujours des enfants en situation de handicap. Mais on s'est vu cette année, mais on s'était vu l'année d'avant où elle arrivait, donc sur Montmorency. Et c'était rigolo de se retrouver face à face et de lui dire, vous avez vu grâce à Noam? Et qu'est-ce qu'elle a dit, elle, justement? Elle était super... Elle était contente finalement qu'on se recroise et d'avoir des nouvelles de Noam. Et c'était mignon comment c'était plus ou moins sous-entendu. En fait, je lâche toujours pas. Mais je vais à plus grande échelle. Parce que j'aurais pu me dire, OK, on a trouvé une solution pour Noam. Non. Non, en fait, sur les réseaux sociaux, il y a tellement de parents qui ont demandé à continuer à suivre Noam, déjà, de base. Et on s'entraide, en fait. C'est ça qui est génial. Ça, c'est la force positive des réseaux sociaux. Comment ils nous ont portés et accompagnés sur la situation de Noam à un instant T. Comment, après, on continue à s'entraider, à se donner des tuyaux, à se donner des contacts, à créer une communauté, en fait, où on s'entraide. Il y a énormément de solidarité. Ouais. Et tu sais, quand tu parles de la directrice et du harcèlement qu'il a pu subir au sein de son école, est-ce que tu penses que c'est lié à la méconnaissance, puisque ça date quand même il y a au moins 10 ans? Ou est-ce que c'est... Non, mais je pense que c'est... Ouais, si, il doit y avoir de la méconnaissance, mais au-delà, même sans une situation de handicap, hein, un enfant un peu timide, un peu en retrait... On a tous des souvenirs d'enfants particuliers qui se faisaient embêter parce que t'es gros, parce que t'es maigre, parce que t'es roux, parce que... Enfin, il y a toujours quand même eu ce sujet de titi à l'école sur des enfants plus posés, plus discrets, qui ont une certaine différence. Et que, voilà, t'as toujours un ou deux meneurs qui vont te dire « Ah venez, on va titiller un tel juste pour... Mais le fait qu'il soit... Parce que toi, t'es Renoir, lui, du coup, il est quoi? Il est métis? Oui, il est métis, c'est ça? Ouais, est-ce que ça a joué aussi? Ou est-ce que rien à voir? Non, rien à voir. Non, je pense pas. Ouais. Est-ce que ça aurait été un truc en plus? Non, je pense pas. Ok. Ouais. Mais je voulais quand même te donner un truc. Ouais. Parce que tout à l'heure, tu parlais plus des mamans. Et c'est vrai qu'il y a dans cette communauté de mamans qui se retrouvent avec des enfants en situation de... Il y a plus de mamans, mais il y a quand même des beaux exemples de papas. Ouais. Et je vais me faire charrier, mais c'est pas grave. Hein. Mais déjà, il y a Samuel Le Bihan, qui est un bon exemple, qui a écrit un bouquin, Un bonheur que je ne souhaite à personne, qui est un très beau livre, qui a monté une association pour aider les familles. Et j'ai lu il y a pas longtemps le livre de Fabien Toulmé, Ce n'est pas toi que j'attendais. Ils ont quand même des titres magnifiques. Et il a un enfant trisomique. Okay. Et je trouve ça trop beau comment il l'écrit. Et tout à l'heure, on parlait de fratrie. J'ai lu cet été un livre qui s'appelle S'adapter, de Clara Dupont-Monodes, où en fait, c'est une fratrie qui raconte la naissance et l'arrivée de leur petit frère en situation de handicap. C'est joli aussi. Et il y a l'extraordinaire Marcel. Sa maman s'appelle Carole, qui raconte... pareil, l'arrivée de Marcel, c'était inattendu. Hein. Ils n'avaient pas décelé avant la naissance. Et elle raconte leur formidable histoire. C'est aussi un joli livre à lire. Marcel a un frère et une sœur, en plus, Basile et Colette. Et Carole est toujours avec son mari, le papa de ses 3 enfants, Sissi. Et ils racontent leurs aventures de manière régulière sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'était la petite parenthèse sur les papas, parce qu'il y a quand même... certains papas, qui sont là, qui relèvent le job, et c'est important de le dire aussi. Tu vois, je participais à une conférence récemment à la Fondation Louis Vuitton, et où on se disait, moi j'avais un papa à côté de moi, qui racontait son parcours. Il y avait un autre papa, Olivier Tran, qui a créé, entre autres, Biscornu,
qui a un jeune en situation de handicap et qui a monté une structure pour employer des jeunes en situation de handicap. Là, c'est dans du service de traiteur. Et en fait, voilà, donc il y a quand même, je trouve, de plus en plus, il est important aussi de mettre en lumière l'implication et les nombreux papas aussi qui sont sur le terrain. C'est important. Il y a les mamans prennent de la place, mais les papas sont là aussi quand même. Ouais, mais c'est très bien de le souligner. Hein. Moi, il y a aussi une personnalité qui s'appelle Églantine. Mais voilà, c'est ça. Ouais. Une journaliste qu'on a beaucoup vue sur les plateaux. La maman de Samy. C'est ça, de son fils Samy, qui est à la fois autiste et handicapé. Toi, tu as suivi son histoire ou pas? Églantine, oui. Et puis j'ai eu la chance à des moments d'avoir quelques échanges avec elle. Ouais. Églantine fait partie des personnes qui, en partageant son histoire, a énormément aidé les autres parents. Puis Samy n'est plus là, mais malgré qu'il soit plus là, elle continue le combat. Il y a l'ouverture, si je dis pas de bêtises, d'une maison en région parisienne qui est en train de se faire, également en province. Enfin, ouais, pour moi, elle fait partie des piliers du monde de l'autisme, du handicap et des enfants. Des enfants. Des enfants. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je précise juste, elle avait fait un documentaire qui était très touchant, dans lequel on la voyait chercher des solutions pour accompagner son fils. Et la seule alternative qu'on lui offrait, c'était un établissement situé à plus de 800 km de chez elle. Ouais. Et ça rejoint un petit peu ton histoire, quelque part, même si ce n'est pas similaire, puisque toi, ce n'était pas géographiquement, mais c'était les établissements. Mais géographiquement, ça nous a été proposé à un moment. En Belgique, il y a des centres d'accueil pour les jeunes autistes. C'est pris en charge par la sécurité sociale française. Ouais. Sauf que c'était juste impensable de donner Noam le lundi matin et de le récupérer le vendredi soir. C'était pas possible. D'ailleurs, moi, je connaissais quelqu'un, un papa, là, qui a eu plusieurs enfants handicapés et qui me parlait justement de ce problème-là. Qui disait, en France, je trouve pas d'établissement adapté, mais en Belgique, il y en a. J'en trouve. Mais ça fait que l'enfant il part toute la semaine. C'est ça. Mais pourquoi compliqué. En Belgique, en fait, on en trouve et pas en France? Qu'est-ce que c'est Je sais pas. Je suis incapable de savoir. En France, il y a des établissements, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des listes d'attente. Moi, quand Noam a été déscolarisé, dans l'établissement où il est aujourd'hui, il était 125e, quoi. Donc, en fait, il va jamais y rentrer dans l'établissement. Enfin, c'est compliqué, hein. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est que il n'y a pas assez de place. Après, c'est un gros chantier, hein. Mais Églantine, oui. Après, Samy, c'était plus sévère et il avait d'autres pathologies. Et je revois ce documentaire qui était extrêmement déchirant, parce que vraiment, quand elle l'amène dans l'établissement, effectivement, dans le sud, et qu'elle doit repartir, tu te dis, waouh. Mais à la fois, et c'est ce qui est admirable chez cette femme, c'était nécessaire. Parce qu'il y a un moment, en fonction du degré de la pathologie, hein, c'est une question le bout de femme qu'elle était. Il y a un moment, tu peux plus le porter, tu peux plus le gérer. Il avait besoin de soins particuliers. Après, voilà, je veux pas raconter des choses fausses sur son histoire, mais quand on regarde le documentaire, il y a un moment, c'était nécessaire. Et pour la maman, et pour l'aidante, et pour la femme qu'elle est. Parce qu'il y a de nombreux aidants, il faut le souligner aussi, en France. Ah, mais oui. Que ce soit pour ses enfants, que ce soit pour un compagnon ou un parent. Ouais. Il y en a énormément et il n'y a pas de... Qui sont dans des situations extrêmement compliquées. Être aidant, c'est... Pardon, mais quand on est aidant, on est infirmier, on est secrétaire, on gère toute la logistique qu'il y a à gérer autour de la personne qui a besoin. Il n'y a pas de répit. Il n'y en a pas, hein. Quand la personne en vit avec... faut s'en occuper H24. Donc, c'est... il y a aussi un sujet sur comment on s'occupe des aidants, en fait. Ouais. Et en plus, la relation qu'on peut avoir avec la personne malade, où, tout à fait. Elle se détériore. Ah oui.
Et Oui. elle est. Elle peut, ouais. Ouais. Et Elle peut. l'entourage même de l'aidant, enfin, moi, je le dis en connaissance de cause, l'entourage de l'aidant te prend un peu pour un ouf, mais non, t'exagères, oh, elle est pas comme Mmh. ça, il est pas comme ci, pourquoi tu Ça dis peut arriver. ça? Ouais, ça peut arriver. Ah non, il est pas agressif. Ouais, quelquefois, après, je sais que c'est pas méchant, hein, mais j'ai cette remarque de oh, bah, ça va pour un autiste, hein, c'est hyper léger. Hein. Après, est-ce que ça, justement, ces remarques-là, elles sont pas dites pour remonter le moral ou pour te dire non, mais t'inquiète pas? Ça peut être dit comme ça, mais comme j'aime à dire parfois, hein, ok, ok, il peut être léger, ok. Mais quand les volets sont fermés, t'es pas là pour voir. T'es pas là pour voir. Moi, Ah, ça, c'est sûr. j'ai un ado de 16 ans que je dois aider quand il va aux toilettes. Pourtant, Hmm. il a 16 ans. Et je peux te dire qu'il y a des fois, c'est pas agréable, mais je dois l'aider. Et c'est là où parfois la maladresse des mots, elle est dure. Elle est dure. Après, vraiment, moi, je crois que j'ai j'ai une carapace qui s'est forgée avec le temps, qui fait que j'arrive effectivement à prendre ce recul sur les remarques des fois qu'on peut me faire, sur la situation, sur les aides qu'on peut avoir, sur le fait que Noam, il ait une place en institut, sur le fait que Noam, il ait de la chance parce que je connais du monde. Enfin, je prends du recul parce que, comme tu dis, à la fois, ça peut être dit pour atténuer positivement. Après, à la fois, il y a la méconnaissance, toute simple. Hein. C'est dur. Hein. Hmm. Et parfois, tu as envie de dire aux gens, mais ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Donner des conseils, ça part d'une bonne intention. Mais donner des conseils sur une situation qu'on n'a pas vécue, c'est compliqué quand même. Hmm. C'est comme, on a tout eu des conseils d'une pote qui n'a pas d'enfant et qui te dit comment Bien tu dois sûr. gérer ton enfant quand il est malade, tu vois. C'est un peu ça. Et en fait, vraiment, moi, je résume ça à la maladresse des mots. Hmm. Parce que vraiment, les gens ne se rendent pas compte. Après, moi, volontairement, j'ai souvent été aussi peut-être pudique. Mais les gens ne se rendent pas compte combien de fois tu te sens seule, combien de fois tu vas aller prendre une douche juste pour pouvoir pleurer sans que tes enfants te voient. Combien de fois tu vas te coucher mais que tu n'arrives pas à dormir parce que j'ai ça. Que tu vas au travail, tu as le smile, tu fais comme si de rien n'était. Mais les gens ne se rendent pas compte, comme quand tu es aidant, comment psychologiquement, la charge, elle est lourde. Elle est très, très lourde. Parce que tu dois faire ta vie, en fait. Mais en parallèle, tu as une autre vie qui prend autant de place. Et ça, c'est pas toujours évident. Et tu as aussi la pression psychologique. Alors, je sais pas toi si tu l'as, mais sûrement. Hein, où tu te dis, si je suis plus là. Ouais. Ah bah ça, c'est... Ça, je pense qu'il y a le forum où j'étais il y a quelques semaines, ça a été dit. La question que tous les parents ont dans leur tête, effectivement, c'est s'il m'arrive quelque chose, qui prend le relais demain? D'où, moi, le combat il faut que Noam il soit autonome un maximum. Un maximum. Et qu'il a toute l'équipe là, derrière lui. Ouais, il a un emploi du temps très, 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 très chargé, mais quand je vois comme il évolue, ça marche, en fait. Puis c'est un chouette ado. Et toi, tu te poses cette question fréquemment? Ça m'arrive, ouais, fréquemment, je sais pas, mais ça m'arrive de me dire: «Oh là là, s'il m'arrive un truc demain». Hmm. Donc, tu vois, tu parlais de charge mentale, Ah ouais. mais là, c'est du triple, Ah oui, oui, quadruple. oui. Ah oui, oui, oui. Déjà, tu vois, c'est à la mode souvent, on parle de la charge mentale des Ouais, femmes, elles ouais. bossent, après Non, elles rentrent non, chez elles, elles s'occupent des enfants. non, non, c'en est une qui te réveille la nuit, parfois, hein. En disant: «Mais si demain il m'arrive quelque chose». Parce que c'est à un apéro-filles, on se disait ça la dernière fois. On avait une discussion autour de Noam. Et à un moment, je dis vraiment, une des rares angoisses que j'ai, c'est celle-là. C'est si demain je suis plus là, qui va me remplacer, au fait? Et les copines disaient: «Bah, il y a son père, il y a ta famille, il y a sa famille, la famille de son père, etc.» Je disais: «Ouais, mais la différence entre tout le monde et moi, c'est que moi, il a fait de moi la maman que je suis. C'est de par ce qu'il est,
de par la manière dont il est arrivé et la manière dont il grandit, il a fait de moi le super aidant, la super maman que je suis, qui fait qu'en fait, tout est calé, barricadé. Enfin, et je me dis, demain, qui est en capacité de reprendre tout ça? Parce que ça, c'est énorme. Et c'est nécessaire pour lui, en fait. Après, je me dis, il y aura forcément des solutions, quoi qu'il arrive. Mm. Mais effectivement, ouais, ça, c'est... À chaque fois, on me dit l'être humain s'adapte. Tout le temps. T'inquiète pas, s'il y a des situations, il se passe 2-3 bricoles, Mm. l'être humain s'adapte. Bon. Après, c'est vrai que c'est un sentiment que tu peux pas. Mais c'est vrai, hein, il a une faculté d'adaptation, Noam, moi, qui me fait halluciner. Halluciner, il a changé d'école je ne sais combien de fois. Et un jour, on m'a dit, parce que j'étais angoissée qu'il allait encore changer d'école, un jour, on m'a dit, mais tu sais, toi, ça t'angoisse. Mais lui, il a connu que ça, en fait, depuis le départ. Mm. Et là, tu te dis, ah oui. C'est vrai. Hein. Mais oui, après, Mais avec t'as le pas le recul, tu te recul. dis, Ouais, c'est ça. mais oui, il a connu que ça, en fait. Et c'est lui, en fait, qui a développé une faculté d'adaptation Mm. à, je change sans arrêt de lieu. Et ça se passe bien. Et c'est un môme, il est archi cool. Archi cool. C'était difficile quand il était petit parce qu'il quand il parlait pas, mais à partir du moment où il s'est mis à parler, puis à grandir aussi. Mais ouais, il a une faculté d'adaptation qui est incroyable. Est-ce que toi, t'as déjà eu peur de te retrouver seule? Ouais, enfin, oui. Quand j'ai décidé de quitter leur papa, avant que je passe ce cap-là, bien sûr que j'avais peur de me retrouver seule. Mais on vit dans une société où en fait, je comprends pas pourquoi cette peur, elle vient, en fait. Et j'en ai déjà parlé avec des copines, justement, où on se disait, c'est étrange quand même de quand t'es plus bien avec quelqu'un, avant de mettre en avant le « je suis plus bien avec cette personne, donc c'est pour ça que je veux qu'on se sépare », tu vas tout de suite avoir la question qui va arriver de «Ah, mais est-ce que je vais y arriver toute seule ?» C'est fou, hein? Et je m'en sors très, très bien toute seule avec mes enfants. Bah, bravo. Après, il est présent, hein. Mm. Il y a une garde. Pour des raisons professionnelles, quand je dois partir, les enfants sont avec lui, etc. hein. Et je dirais même qu'on s'entend mieux depuis qu'on est séparés, je trouve. C'est ma parenthèse. Mais ouais, ce côté d'avoir peur d'être seule, je le comprends pas. Mais on est forgé de sorte que cette question, elle arrive. Je sais pas Mm. pourquoi. Bah, c'est comme ça. Hein. Je crois qu'on est né. C'est fou, hein? Ouais. Mais quand il y a eu le Covid, Ouais. comment vous l'avez vécu? Ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que tu te retrouves avec un enfant qui a des rituels quotidiens, qui se retrouve sans rituel du jour au lendemain. Il n'y a plus aucun des rituels qui est là. Donc ça a été compliqué. J'ai eu de la chance d'avoir une amie qui vivait dans la résidence où on vit, qui était coordinatrice du LIS, qui s'occupait d'enfants en situation de handicap. J'ai appris à demander de l'aide. Et ça a été très précieux. Donc elle est venue m'aider, en fait, vu qu'on était dans le même immeuble. Ah, c'est Ouais. bien. T'as eu le Ouais. réflexe de demander parce que. Ouais. Parce que moi, j'ai continué à bosser. Je bossais à distance, mais je bossais. Et je m'en sortais pas, en fait. Puis la petite, elle était plus petite. Donc, ça a été une période difficile. Et lui, il a mal vécu alors, puisqu'il a perdu tous ses repères. Ah ouais, ça a été dur. Ouais. Parce que je parlais avec une dame de un accueil de jour. Bon, ça, c'est pour les personnes âgées. Hein, et qui disait, suite à la période Covid, il y en a plein qui sont décédés. Ah bah oui, m'étonne pas. C'était juste un accueil de jour. En plus, c'était pas un accueil permanent. Et elle disait, et ceux qui sont revenus, ils ont énormément perdu. Ça a été très, très mal géré, Bien sûr. apparemment. Ouais. Toi, tu trouves que cette période, elle a été mal gérée? Bah, d'un coup, le monde a arrêté de tourner quand même. Hein. Que ce soit pour les personnes plus vulnérables ou même pour nous tous, franchement, ça a été une période bizarre. Hein. Ah oui, c'est clair. Mais il y a compliqué. rien qui a été mis en place pour les personnes justement vulnérables. S'il y avait des autorisations, on pouvait sortir, contrairement aux autres personnes. On avait une autorisation spécifique. Mais après, en accompagnement, on était tout seul. Hein. On était tout seul. Il n'y avait pas de relais externe. Et Mais parce que je pense que ça arrivait tellement vite, tellement précipitamment. Et puis voilà, il y a eu le contexte dans les hôpitaux qui a été juste un truc de dingue. Donc non, la société, elle n'était pas prête à être confrontée à cette situation. Hein. On va pas se mentir,
Alors, je sais pas si pour toi c'est le cas, mais voilà, dans nos communautés d'origine respectives, donc qu'elles soient, moi je suis asiatique, hein, Mm. tu vois, africaine ou maghrébine, l'autisme est souvent mal perçu ou sinon attribué à de la sorcellerie ou au mauvais œil. Je sais pas si toi t'en as entendu parler, mais je pense que oui. Mm. Est-ce que déjà toi tu l'as vécu? Non. Et- Non, jamais. Non, non. Quand j'ai commencé à expliquer à mon père les interrogations que j'avais, parce que j'en ai parlé aussi tôt, ça n'a pas été un sujet. Si tu penses que ton enfant il a quelque chose, ben, bats-toi, avance. Non, non, ça n'a jamais été. Ah ouais? Ouais, Parce ouais. que bah c'est bien. Parce que Ouais. j'ai déjà rencontré moi plein de Bien nanas sûr, avec ouais. voilà Ah, qui ça disent peut être, ouais, ouais. il faut l'emmener au bled, on va Ouais, la. non, non. Donc ça a été. Ouais, c'est bien. Hein. Mais oui, oui, je te rejoins. Il y a des choses j'avais déjà entendues, ouais. Mais non, non, moi, j'ai pas été confrontée à ça. Ce qui était pas plus mal, parce que c'était déjà assez Ah oui, compliqué. bah oui. T'imagines? Franchement. Envoie-le au pays, Ah ouais, non. ici, on va faire Ah du non, vaudou, du je sais pas quoi. ouais, ouais. Et pourquoi tu penses qu'il y a ces cas de figure qui se présentent dans ces situations-là? Pourquoi il y a les familles encore qui sont dans ce délire? La peur de la différence, l'inconnu, parce qu'ils savent pas ce que c'est. Ouais, c'est encore une question de méconnaissance alors. Ouais, ah, complètement. Ouais, ouais, ouais. On en parle de plus en plus, hein, mais par exemple en Afrique, je sais pas comment c'est géré. Hmm. Toi, t'es de quelle origine? Mon père est du Sénégal et ma mère de la Mauritanie. Ok. Hmm. Bah justement, ouais, je parle avec des personnes originaires de ces pays qui disaient que c'était pas du tout accepté, que Ouais, c'était tabou. ouais. Et Parce qu'ils savent pas ce que c'est et c'est quand même déjà chez nous c'est compliqué de gérer le syndrome autistique. Tu vois ce que je veux dire? hmm. Donc là-bas où il y a moins de choses par rapport au dispositif, il y en a quand même s'ils sont à revoir, mais même en termes de matériel, tu vois, Hmm. tout ce que tu as en matériel. Et puis tu sais, tu as aussi, et Noam rentre un peu dans cette catégorie par moment, le handicap invisible. Mon fils, quand tu le vois, si on te dit rien, tu ne sais pas. Ouais. Tu vois, il peut rester assis sans. À un moment, tu vas entendre, il fait des petits bruits, il va avoir des mimiques où tu vas te dire ah. Mais de prime abord, Moi, tu dis pas de soucis. Quoi. non, c'est un jeune ado comme un autre. Et donc, il y a aussi ce côté de la personne qui semble bien aller, qui d'un coup te fait te pousse des cris ou fait des gestes inattendus. Les gens, ils vont tu vois, s'interroger. Bah, qu'est-ce que. Hmm. Et dans ces pays-là, tu as encore, oui, toutes ces histoires. Mais c'est comme les albinos. Hmm. Ah oui, oui. Bien sûr, ouais. C'est pareil. Ça, c'est fou, hein, les albinos. C'est fou, hein, ouais, quand ouais. même. Hein. Alors que c'est juste vraiment sur le physique. Hein. Hmm. Mais ils vont te dire, il y a certains endroits, on va te dire, il y a eu de la sorcellerie, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais par méconnaissance. Il faut manger son cœur pour devenir fort. C'est horrible. Non, c'est chaud, c'est Ouais. chaud. Comment toi, t'as annoncé à ta famille que Noam était autiste? En discutant comme ça. Tout simplement. Ah oui, en disant, voilà, je m'interroge. Je trouve pas qu'il grandisse. Enfin, il se développe pas comme. Enfin, voilà, j'avais des questions, donc j'en parlais de manière régulière. Mais quand le diagnostic il a été posé, comment tu leur as annoncé? Non, j'ai confirmé. J'ai dit, voilà, Ok. Enfin, oui, il est autiste. Bon, bah, ok. Ouais, c'était comme tu disais, c'était une confirmation Bah, de oui, toi, oui. des questionnements que Ouais. tu avais, mais tu le savais au fond de toi. Quoi. Mm. Ok. Et comment ils l'ont accueilli? Enfin, comment ils ont accueilli la nouvelle? pas- Comment ils l'ont vécu? Il n'y a pas eu de sujet particulier. Hein. Tu sais, à partir du moment où tu vois l'enfant grandir, au fur et à mesure que on a les échanges qu'on a, tu te dis ok. Et ouais, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hmm. Donc, ça n'a pas été un moment difficile? Non. Ou peut-être ça a été un moment difficile, mais tu ne l'as pas traduit en moment difficile. Hein. Ouais, pour moi, ça peut être un moment difficile. Ouais. Ouais, tu l'as pas vécu comme ça. Non, je ne l'ai pas vécu comme ça. Mais parce que je pense que parce que je le savais. Et vu que j'en parlais quand même un peu beaucoup. Non, mais c'est fou, c'est vrai qu'il y a deux personnalités. Hein. Il y en a qui, comme toi, mais c'est hyper bien, qui en parlent, qui l'exposent sur les réseaux sociaux pour justement aider même les autres et pour s'aider soi-même aussi. Hein. Et il y en a, en fait, ils se renferment complètement. Ouais, mais le regard des autres, c'est un éternel sujet, ça. Et toi, t'as dit, je m'en fous, quoi.
Ouais, j'ai dit, «Non, on va continuer à sortir, on va continuer à avoir du monde, on va continuer à travailler, enfin, on va continuer à essayer d'avoir la vie la plus normale possible» et après voilà, les gens acceptent ou acceptent pas et c'est vrai qu'il y a des endroits où par moment je disais, «Bah, ne on fait garder Noam, il vient pas avec nous». Des endroits où je sais que ça pouvait poser sujet Mmh. ou que moi ça ne me mettait pas à l'aise, ben, on prend les dispositions qu'il y a à prendre pour passer, tu vois? Ce cap-là. Mmh. Mais ouais, le reg c'est je pense que ce qui est difficile, c'est ouais puis enfin, je l'ai beaucoup dit, mais on se sent seul, hein. On se sent seul parce que il faut tellement de temps pour avoir le diagnostic. Mais avant d'avoir le diagnostic, en tant que parent, faut accepter ou du moins se dire: «Il se passe quelque chose dans le développement de mon enfant, donc faut passer ce cap-là». Après, il faut passer le cap et c'est là où je disais au niveau des dispositifs, c'est pas évident. Bah, comment tu fais? Comment tu fais pour trouver, les personnes professionnelles adaptées dans mon j'ai un enfant qui apparemment, se développe d'une manière différente. Voilà, comment tu trouves en face, les bonnes personnes qui vont t'aider, qui vont t'accompagner, et je pense que ça fait partie du chantier de façon qu'il y a à mettre en place sur la prise en charge, des enfants avec des troubles cognitifs et là, je dis troubles cognitifs parce que c'est pas que l'autisme. Mmh. Il y a plein d'autres troubles du développement, où les enfants, tu vois, un enfant, on aime bien dire un enfant qui tient pas en place à l'école, qu'il est hyperactif, OK, il est hyperactif et puis? C'est-à-dire? Tu Après, vois, c'est vrai tu que c'est as pas très, un dispositif ouais. qui se déclenche de OK, cet enfant, voilà, il présente des troubles dans les journées à l'école qu'il faut qu'on s'interroge. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se pose la question jusqu'au bout et on essaie de voir comment on peut déjà, bah, on parle avec les parents. Après les parents, voir, de l'autre côté, bah, comment, dans la ville où on trouve, un relais avec, alors tu as des c'est ça, tu as des CMPP, tu as toutes ces structures, mais pareil, moi à l'époque, c'était sur liste d'attente. Mmh. Donc bah, non, je peux pas attendre en fait. Donc c'est vraiment comment on arrive à mettre en place aujourd'hui des relais. Moi, je vois, dans ma ville, je suis un relais. J'ai des parents qui donnent mon numéro, enfin on s'échange et cetera. Pour les mettre en relation, je suis au sein de l'association, Élan, qui est une formidable association dont Christian Souzal est le président. Avec sa femme, ils n'ont pas d'enfants en situation de handicap Et ils ont fait et il a créé c'est fou, cette ouais. association et voilà, je passe mon temps à donner ses coordonnées, par le biais de la fondation, de notre entreprise, j'ai soumis son projet, il a monté un projet pour que les aidants puissent partir en vacances et qu'on prenne en charge la personne ou l'enfant en situation de handicap. Mmh. Et Ah je OK. et je trouve que ce genre de personnes alors après nous on le fait de bouche à oreille, hein, mais ça devrait être des relais pour les écoles. Je sais pas comment le monter, mais en face des écoles, faudrait qu'il y ait effectivement, voilà, je sais pas comment on peut l'appeler, hein, mais je vais vous dire, structure qui permettent de donner l'alerte en fait. De dire: «Écoutez, nous on a un enfant, heu, voilà comment ça se passe». On s'interroge. Comment peut-être ces personnes qui sont pas à l'école peuvent peut-être faire déjà le premier pas vers les parents? Parce qu'un parent, qui s'est pas encore rendu compte qu'il y a peut-être un sujet avec son enfant, bah, faut l'accompagner, faut l'aider, hein. C'est pas évident non plus. Ouais et comment après, l'école reste pour moi l'école, mais même la petite enfance, hein. Le comment on peut diagnostiquer plus tôt les enfants? Parce que plus tôt on les diagnostique et plus tôt on peut mettre des prises en Mmh. charge en face. Et vraiment, déjà, ce serait un soulagement pour l'enfant d'être pris en charge très tôt. Ce sera un soulagement pour les parents et il sera forcément, tout de suite, voilà, s'il est tout de suite pris en charge, on peut tout de suite adapter. Moi, Noam est en IME que depuis 3 ans et demi, C'est quoi l'IME? un institut médico-éducatif. OK. C'est, un lieu où il est accueilli qu'avec des enfants et des jeunes en situation de handicap. Il y a des éducateurs spécialisés. Enfin, c'est un lieu où, voilà, il est avec des professionnels de santé et alors là, lui, en l'occurrence, il est familiarisé au métier de la cuisine, l'horticulture et la blanchisserie. Quand ils sont plus petits, ils font des activités. Ils suivent le programme de l'éducation nationale
mais en mode adapté. Mais ils sont qu'entre eux, entre guillemets. Et ça, pour moi, ça a été très, très dur. Il aurait pu y aller plus tôt, hein. Mais vu qu'on parle pas de ces instituts, on n'explique pas comment ils fonctionnent, en tant que parent, tu te dis, j'ai pas envie d'aller enfermer mon enfant là-dedans, en fait. Et ça, c'est difficile. Alors que Noam, il est très épanoui. Hmm. Tu penses que l'entourage n'est pas assez accompagné? Non, c'est pas l'entourage, c'est vraiment l'enfant quand il rentre à l'école et qu'on voit qu'il y a des choses qui interrogent. Comment est-ce qu'on peut mettre en place un système pour dépister s'il y a quelque chose ou pas, en fait? Ouais, c'est ça, mais est-ce que toi, par exemple, là, tu avais des craintes Mmh. par rapport à cet institut? Mmh. En fait, tu pas été briefé, Non, ouais, c'est ça? c'est des endroits encore trop peu connus. Mais parce que là, nous, on s'en parle. Mais est-ce que vous avez déjà entendu à la télé, Non. bah, voilà. Ouais. Voilà, on n'en parle pas, donc c'est difficile de dire à un parent, «Votre enfant, on va le placer là». «Oui, mais là, c'est quoi?» «Bah, c'est un institut médico-éducatif». «Oui, mais c'est quoi?» Puis vous les choisissez pas, hein. Donc on se retrouve dans un endroit qu'on n'a pas forcément choisi. Hmm. On se retrouve confronté à voilà, votre enfant se retrouve qu'avec des enfants en situation de handicap. C'est pas évident, hein. Ouais, ouais. On n'est pas préparé, hein. Déjà, on n'est pas préparé tout court en tant que parent, l'école, et cetera. Mais on se rend pas compte que dans le parcours du parent, de l'aidant, c'est voilà, dans le parcours de l'acceptation. Parce que, OK, moi, j'ai tout de suite accepté qu'il était en situation de handicap, hein. Il y a d'autres choses à accepter derrière, Hmm. Ouais, c'est beaucoup de questionnements, en permanence. Ouais, en En permanence. permanence. Et les doutes et les craintes, Mmh. etc. Donc oui, c'est... Tu penses, toi, que Noam, il a conscience de sa situation? Ouais. Ouais, parce que parfois, il le dit en plus maintenant. Où il va dire, la dernière fois, qu'est-ce qu'il disait? Ah, lui, il est autiste comme moi. Et c'est là où tu te dis, bon, tu vois, on a passé un gap. Et ça, s'il le dit dernièrement. Ouais. Il le disait pas avant. Ah, et d'avoir vu le film, un petit truc en plus, il y a aussi un truc ce film est extraordinaire. Il devrait être passé dans toutes les écoles. Ouais, je l'ai pas vu, mais j'ai Ah une de mes meilleures il devrait être copines. passé dans toutes les écoles. Vraiment, c'est. Mais ouais, il a conscience. Ouais. Qui a été un gros carton d'ailleurs. Ah ouais. Tout le monde était surpris parce que personne n'attendait ce film. Et ouais. le mec, Ah, il mais a. comme quoi, Ouais. la différence fait parler. On en a parlé un petit peu, mais peut-être que tu voyais autre chose, toi, dans ta vie. Donc, toi, quelles ambitions tu avais pour ta carrière avant la naissance de ton fils et comment elles ont évolué? Je suis rentrée donc chez Chèque Déjeuner, j'avais 24 ans. Donc j'étais jeune, hein. Je pensais pas rester si longtemps. Et j'avais pas d'ambition particulière, hein, tu vois, 24 ans, je rentrais dans cette enfin, moi, j'étais dans une filiale, mais c'était quand même une coopérative. J'en avais entendu parler, bon, OK. Et en fait, une fois que j'ai eu Noam, j'ai dû me dire: «Je vais mettre ma carrière professionnelle de côté, en fait. Je dois continuer de travailler, je dois trouver des solutions» et c'est la force de cette entreprise, pour qu'on accepte que je puisse réduire mon temps de travail et adapter mes horaires. Parce que Noam, en fonction des établissements où il était, des fois, je devais aller le chercher à 16h. Il y a des jours, il allait pas à l'école. Enfin, il fallait s'adapter. Et ça a été comme ça jusqu'en 2018. Il y a eu des discussions sur la retraite, sur la condition des femmes, etc. Et j'ai une collègue aussi qui a été à 80% longtemps qui me dit, tu sais, à un moment, faut essayer d'évoluer dans ta carrière professionnelle parce que la retraite, ça aura des répercussions, quoi. Et j'en ai parlé à l'époque avec le papa des enfants et c'est comme ça qu'à un moment, je me suis dit, «Il a grandi, il y a un bon dispositif autour de lui. Il est temps que tu t'occupes un petit peu de ta carrière professionnelle aussi». Et ça s'est bien goupillé. Il y a un poste de responsable qui se présentait à ce moment-là sur le service client. J'ai postulé, j'ai été prise. Puis, un peu moins d'1 an après, il y a eu, le conseil d'administration qui s'est présenté. Je me suis présentée, j'ai été élue et puis voilà. Et puis depuis 5 ans, depuis 5 ans, professionnellement, c'est chouette. Donc, comme quoi on peut concilier les deux. J'ai réussi à concilier les 2. J'ai dû quand même, mettre, entre parenthèses pendant plusieurs années, hein.
Mais ouais, là, j'arrive à concilier les deux. Puis on arrive à concilier les deux quand on accepte qu'on peut demander de l'aide. Parce que l'aide Hmm. autour, elle est précieuse. Est-ce que toi, tu avais des rêves ou des modèles en grandissant? Est-ce qu'il y a une figure qui t'a inspiré? Pas particulièrement. Non? Non, pas particulièrement. Après, t'as plein de figures de par l'histoire, de ce qu'on te raconte, etc. hein. Mais pas particulièrement. Est-ce que tu n'en avais pas parce qu'il y avait personne qui te représentait? Ou est-ce que tu t'es jamais posé la question? Non, Tout simplement. je pense que je me suis juste pas posé la question, mais parce qu'il n'y avait pas de personne qui représentait aussi, je pense. Je pense, hein. Hmm. Indirectement. Ouais, c'est que tu as avancé dans ta vie. Bah oui. Ouais. Ouais. T'as grandi où, toi, d'ailleurs? Moi, j'ai grandi à Paris, dans le 13e. Chez mes compatriotes. Pas loin. Ça s'est bien passé? Ouais, super souvenir. Ouais. J'adore aller là-bas. Ouais. C'est vraiment Et trop mon bien. papa, il vit toujours, donc j'y vais de temps en Ouais. temps. Ouais. Ah, c'est trop bien. Surtout les restos. Enfin, bref. En plus, toi, il y a tous les trucs de tickets restaurant, justement, là-bas. Chèque déjeuner. Chèque déjeuner, Ouais. pardon. C'est vrai qu'on dit tout le temps ticket Ouais, restaurant. ouais. Chèque déjeuner. Le 27 août 2020, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Ouais. Retour de vacances, Noam n'a pas d'école. Mhm. Bah là, c'est la je ne sais combienième fois que la rentrée va arriver que Noam n'a pas d'école. Mais c'est la fois de trop, par contre. Et donc, je commence à prendre Instagram et à poster. Je fais un décompte. J'ai ma petite cousine, parce que je maîtrise pas très bien, qui maîtrise bien les réseaux sociaux, couvre un compte sur Twitter qui cartonne. Et c'est comme ça que le Parisien finit par nous contacter. Et 27 août jusqu'aux vacances de la Toussaint à peu près, bah, tous les jours, je fais des posts. Tous les jours, juste en demandant à ce que Noam ait une place quelque part. Et alors? Et il va finir par avoir une place quelque part. Est-ce que tu t'attendais, toi, à autant de soutien, enfin autant de soutien, autant de retweets, autant Non, de... non, c'était impressionnant. Mais après, c'est un môme qui le mérite tellement à la fois, j'ai envie de dire que c'est... Et sa situation, comme la situation de plein d'autres enfants, hein, parce qu'à l'époque, il y a une maman qui est montée sur une grue lors de cette rentrée des classes pour que son enfant ait une place. Les gens sont forcément dans la compassion parce que on demande juste à ce que notre enfant il aille à l'école et que nous on puisse aller travailler. Mais ouais, de longues semaines, je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Hmm. De longues semaines à batailler. À ce moment-là, quand tu vois tout ce que ça engendre, est-ce que tu sens que tu es moins seule? Ouais, il y a un moment la portée par les... Ouais. Ah ouais, tu sens que t'es pas seule là. Tu le sens fort. Et puis voilà, j'ai été portée par mon entreprise. Où vraiment les gens ont été d'un soutien incroyable. Ouais, il a raison. Ça a été reposté, mais en permanence, tout ce que je postais a été reposté. Et c'est chouette. Il y a même des artistes qui ont fini par récupérer les posts, les reposter. Donc non, c'était fort. Hein. Il y a eu un vrai élan de Ah ouais, solidarité. Noam a vraiment touché les gens avec son histoire. Ouais. Tu parles de ton entreprise donc qui t'a soutenu énormément, même tes collègues qui t'ont fait don de leur journée de congé. Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire la même chose au sein d'une autre entreprise? Je sais pas. Aucune idée. Je sais pas. Après, ça faisait longtemps que j'étais dans l'entreprise. Je sais pas si ailleurs, il y aurait eu ce soutien-là. T'as jamais eu, toi, d'écho d'autres personnes dans la même situation que toi? Si, mais au niveau de l'entreprise, ça se passait pas de la même manière, en fait. Mais après, voilà, c'est les valeurs de cette coopérative, je pense, qui font que, au-delà de la partie business et tout, entre nous, ouais, il y a de la solidarité. T'en veux, toi, un petit peu au pouvoir public? Ah bah carrément. Et d'ailleurs, dans une des interviews que j'ai faites, je parle d'Emmanuel Macron. J'ai écrit à Emmanuel Macron et à Brigitte Macron qui ne m'ont pas répondu à l'époque, mais ouais, je leur en veux parce qu'en fait, ils parlent de plan autisme. Ils en ont parlé pendant les campagnes, etc. Je ne dis pas que rien n'est fait.
entre la réalité de ce qui se passe sur le terrain et là-haut, ce qu'ils prévoient, la manière dont ils le réfléchissent, la manière dont ils le posent, il y a un trop grand gap, en fait, et qui fait que les familles sont dans la difficulté. Les familles, les établissements, les enseignants, parce qu'à chaque fois, on s'en prend aux enseignants, mais ils ne sont pas formés, donc Bah, bien sûr. là-dessus, et quand on voit les milliards qui sont quand même donnés en budget à l'éducation nationale, enfin, les formations, ça devrait être le premier investissement, et ce serait un levier qu'on devrait donner aux enseignants, en fait. Sur toute l'année, trouver le moyen qu'ils aient, je ne sais pas le nombre d'heures, mais qu'ils aient des sessions de formation de base pour eux ne pas être démunis. Parce que si déjà eux sont pas démunis, d'office, ça va changer le truc. Bah, déjà, ils sont démunis dans leur profession tout Déjà. court. Ouais. Et Donc, là, ouais, je trouve que les pouvoirs publics, il y a eu l'ambition, mais il manque le plan d'action derrière. Parce que même, comme tu disais, Macron, il en a beaucoup parlé avec Brigitte, etc. Ouais. Et ils avaient parlé aussi du mal logement. Il avait dit que... Enfin, moi, je me rappelle, peut-être que je me trompe. Il avait dit, c'est un de mes grands engagements, c'est qu'il n'y ait plus personne qui dorme sur les trottoirs. Voilà, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Donc, est-ce que c'est des effets d'annonce ou est-ce que... ou pas? Ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a quand même qu'ils essayent de faire bouger les choses? Que le gouvernement essaye de faire bouger les choses ou... Clairement, ils essayent. Ça, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se fait, c'est pas vrai. Ils essayent, mais je pense... En fait, il faudrait faire des états généraux où on inclut des parents, on inclut des aidants, on inclut des personnes en situation de handicap. Parce qu'aujourd'hui, il y a des adultes atteints du syndrome autistique qui sont beaucoup mieux placés que moi pour expliquer leurs besoins, comment on les loge, comment on gère l'allocation handicapée, enfin, tout ce qu'il y a autour, en fait. Et je pense que vraiment, le jour où on se dira on arrête, on met en place des états généraux, mais qu'on ouvre, pas qu'entre nous, juste au ministère. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Où tu vas chercher les parties prenantes et tu travailles avec les parties prenantes, en fait. Du terrain. Du terrain. Et je vois, nous, ce qu'on fait dans notre ville avec Maxime Tory, à notre petite échelle, je me dis, ça, si on le reproduisait partout en France. Si demain, on dit à chaque maire, à chaque commune, on met en place des journées de sensibilisation au handicap dans les écoles. Des parents viennent intervenir, des professionnels de santé viennent intervenir. Nous, on a des athlètes qui ont fait les Paralympiques qui viennent dans l'école et qui échangent. On a des champions qui sont venus. Les mômes, ils adorent ça, en fait. Et de manière tout à fait fun et pédagogique, tu confrontes les enfants à la différence. Et vraiment, j'insiste sur les enfants parce que c'est les adultes de demain, en fait. Il y a les générations où il n'y a pas eu de sensibilisation, c'était des sujets tabous, on n'en parlait pas, etc. Et il y a toute cette génération, en fait, qui en entend parler. Mais comment on fait en sorte que, effectivement, en grandissant, voilà, moi, l'école primaire où j'interviens, les enfants qui ont changé de comportement par rapport à la différence, je le dis toujours, et quand on se croise dans la rue dans Montmorency, « Ah, maman, c'est la dame qui vient parler du handicap à l'école. » Et là, tu te dis, « Ah, punaise, on y arrive. » Cet enfant-là, au collège, je souhaite de tout mon cœur que quand quelqu'un va être pris à partie, il intervienne. Tu le prends pas à partie parce que juste, faut pas que tu cries à côté de lui, il supporte pas ça. Tu le touches pas, il aime pas que tu le touches. Ou t'as pas à lui prendre la tête parce qu'il est en fauteuil roulant. Ou parce qu'il est roux, ou parce qu'il est gros. Ou que vraiment, je me dis, en les prenant tout petits comme ça et en leur expliquant que on est tous différents de toute façon. Et que ça, c'est pas quelque chose que t'attaques. On n'attaque pas quelqu'un sur son physique. On n'attaque pas quelqu'un sur sa couleur de peau, couleur de cheveux, couleur de ce que tu veux, en fait. Et je me dis, tu vois, ce petit truc, si on pouvait le faire à l'échelle nationale, comme les journées d'hier contre le harcèlement. Tu vois, je trouve qu'il y a un gros dispositif à mettre en place sur comment on accompagne nos enfants, dès le plus jeune âge, à la bienveillance, en fait, et à la tolérance. Et en plus, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que je pense que tout ce que vous avez mis en place, c'est bénévolement. En plus, ouais. Donc, c'est même pas des budgets, des demandes, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est des parents ou des personnes qui veulent s'impliquer. Prendre notre temps. Ils prennent de leur temps
pour intervenir Mmh. dans des écoles, etc. Donc, c'est très bien que tu lances un appel comme ça. Ah, ce serait extraordinaire qu'on puisse. Et je sais qu'il y a des milliers de parents qui sont prêts à le faire. Les assos sont prêts à envoyer des bénévoles. Enfin, au nombre qu'on est à se mobiliser, à partager ce sujet, je suis sûre que voilà, tu pourrais, comme une nana adorable, la fille qui a des tâches, je sais pas si tu la suis sur les réseaux sociaux. La mannequin? Ouais, Ouais. elle intervient dans les écoles par rapport au harcèlement. Et tu as envie de dire, c'est un petit truc, mais le harcèlement est un vrai sujet aujourd'hui, tout comme celui de gérer la différence. Tu vois ce que je veux dire? Et on est quand même des millions en France. On doit trouver le moyen, parce qu'il faut rentrer dans les écoles, hein. Tu peux pas rentrer comme ça dans une école, hein. Tu peux pas dire, je vais venir faire une journée de bénévolat, vous parlez du harcèlement. Donc c'est pour ça que ça doit venir de là-haut, en fait. Ça s'organise. Voilà, Et oui, il faut avoir des donner accords. le moyen, voilà, aux communes de. Vous pouvez mettre en place ce dispositif 1-2 fois par an, comme vous voulez. Faut autoriser l'ouverture des portes à ces personnes qui ne sont pas des professionnels de l'éducation nationale. Et normalement, on n'a pas d'entrée dans l'école. Mais il faut le faire. Et voyez, moi, la personne qui gère au niveau scolaire de notre ville, elle m'a proposé, est-ce que je peux intervenir par moment dans des écoles, dans des situations complexes de blocage, pour essayer de faire de la médiation. Je dis, mais je trouve ça génial, avec grand plaisir. Mais elle me disait, elle m'a demandé mes papiers d'identité parce qu'il va falloir remplir des documents m'autorisant à rentrer dans les différentes écoles de Montmorency. Mais je trouve que je suis sûre que dans toutes les villes, il y a des parents comme moi qui sont prêts à le faire. Et au-delà des parents, il y a les assos, etc. Bien sûr. Ouais. Donc, je pense pas que ce soit grand-chose. Après, mais voilà, je trouve que ce serait déjà une première étape. Et après, il y en a plein d'autres à franchir au niveau de former les enseignants déjà, leur donner des moyens. Les AESH, se dire qu'est-ce qu'on attend des AESH? C'est censé être une personne qui accompagne un enfant en situation de handicap. Donc, qui est là pour l'accompagner dans l'établissement, parce que certains enfants ont besoin d'être accompagnés pour se déplacer Et c'est pas évident de se déplacer dans un collège, par exemple, où il y a du monde, il y a du bruit, ça brasse, etc. Voilà, et cette personne, on la forme pour que, quelle que soit la pathologie de l'enfant qu'elle accompagne, qu'elle ait un minimum de formation de comment on gère un enfant en situation de handicap, quel outil, peut-être qu'il y a besoin aussi de lui fournir pour, je sais pas, hein, mais si elle doit écrire à la place de l'enfant, peut-être lui donner un ordinateur. Peut-être un dictaphone. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça où je pense que pour que ça se passe mieux, donnons les moyens pour que ça se passe mieux, en fait. Avoir un enfant autiste, donc c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et d'énergie, comme tu nous as raconté. Comment tu arrives à accorder le même temps d'attention et le même amour à tes 2 enfants? Alors, l'amour, pour moi, il n'y a pas de notion de plus ou moins entre les deux. Le temps est un sujet, effectivement. Le temps, c'est... Mais avec... Alors, elle est demandeuse. Eden est très demandeuse, toujours maman, 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 maman. Mais parce que je pense que, voilà, elle en a besoin. Mais ouais, c'était toujours en vigilance et en attention de se dire, attends, là, je vais faire ça avec elle. Là, je vais prendre du temps avec elle. Là, quand Noam, il part quelque part, j'en profite pour faire un truc sympa avec elle. On va se faire un goûter, mais on va aller le faire à l'extérieur, un endroit qu'elle aime bien. On va se faire un... C'est des petits détails, hein, mais le jour de la rentrée des classes et à son anniversaire, elle mange pas à la cantine. C'est 2 moments où on va déjeuner au restaurant tête à tête toutes les 2 parce qu'elle adore ça. Et j'essaye de me tenir à ce rituel qu'elle aime beaucoup. Donc c'est plein de petits détails comme ça au fur et à mesure dans le quotidien. Parfois, tu culpabilises ou pas? Ouais. Souvent? Non, pas souvent, mais ça m'arrive de culpabiliser je lui donne pas assez de temps. Et tu culpabilises aussi pour ton fils? J'ai pas assez bien fait, Noam, ça dépend de ce à quoi je vais être confrontée. Là, en ce moment, on a un problème pour sa prise en charge d'orthophoniste. Donc, il va plus chez l'orthophoniste. Oui, là, je me dis, mince, qu'est-ce que j'ai pas fait qui fait que ça se goupille pas? Alors que c'est pas de mon fait. C'est les histoires de budget entre la sécurité sociale, l'IME, etc. C'est un peu compliqué. Je me dis, il y a 2 modes, hein. Il y a le mode je les harcèle tous les jours, celui dans lequel je ne suis pas là.
où il y a le mode on patiente, mais le côté on patiente est culpabilisant parce que pendant ce temps-là, Noam n'a pas ses séances d'orthophonie. Donc c'est un cercle vicieux un peu. Et toi, tu vois une différence quand il n'y a pas ces séances-là ou pas? Bah clairement, l'orthophoniste, là on est aux portes de... Il a 16 ans, il sait pas lire. Hein. Sans l'orthophoniste, et c'est ce que j'ai écrit dans le mail que j'ai fait la semaine dernière, il ne va pas rentrer dans la lecture. S'il ne rentre pas dans la lecture, comment vous voulez qu'il se déplace à l'extérieur? Juste prendre les transports. Hein. Comment il fait pour lire le nom de la station? Il va à la boulangerie. Enfin, dans notre vie de tous les jours, on a besoin de savoir lire. Donc, ouais, mais l'orthophonie, de toute façon, c'est un sujet depuis des années. Donc, il y en a pas beaucoup. Quand il y en a, elles ont des listes d'attente et c'est normal. Hein, il y a beaucoup plus de demandes que d'orthophonistes. C'est vrai que les listes d'attente, elles sont Ah là 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 là. sur des mois, voire des années. Des années, ouais. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Et là, j'en ai une. J'ai la chance d'en avoir une que j'ai rencontrée pendant nos journées de sensibilisation au handicap. Ouais. Élise, qui n'avait pas encore pris en charge d'enfants comme Noam, et qui m'a dit on peut essayer. Je te garantis pas, mais on peut essayer. Et vous voyez, on a fait 1 mois, ça s'est super bien passé, mais vu qu'elle n'est pas rémunérée, elle ne peut pas continuer. Et c'est dommage. Elle n'est pas rémunérée parce que c'est pas sa spécialité? Non, Ou, elle n'est pas rémunérée parce que la sécurité sociale, du fait que Noam soit en institut médico-éducatif, il y a des budgets qui sont débloqués pour les instituts médico-éducatifs pour avoir des professionnels de santé dans l'institut. Ah, ok. Sauf qu'il n'y en a pas. Donc, on est obligé d'aller en libéral. Et d'habitude, en libéral, normalement, c'est la sécurité sociale qui paye directement la thérapeute. Mais là, vu qu'il y a l'IME au milieu et qu'il y a un budget qui est alloué, bah, ça bloque. Mais il devrait y avoir des exceptions. Enfin, bon... Ou pas. Enfin, juste gérer la situation telle qu'elle se présente aussi. Bien sûr. Mais si après, c'est un désert médical au sein de l'institut, bon, bah, on se débrouille et on va c'est ça. En ville, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est chiant. Bah ouais, tu m'étonnes. Comment on gère le fait d'être en même temps mère et aidante au quotidien? Sur toute ta vie au quotidien, même dans les petits détails. Comment tu fais pour gérer ça? Bah, tu fais. Mais je crois que je réfléchis même pas. Tu fais. Et il y a un mood qui fait que en fait, t'es qu'une personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et t'es à la fois mère et aidante, mais en fait, l'un va pas sans l'autre, finalement. Enfin, dans ma situation. Hein. T'as déjà voulu baisser les bras? Non. Jamais? J'ai pas le droit. Oui. Pour lui, j'ai pas le droit. Mais t'as jamais eu ce sentiment? Ah, j'en peux plus, j'abandonne. Jamais. Je suis teigneuse. Hein. Une vraie lionne. Ah ouais. Ah ouais, pour lui, non, je me dis, si moi je fais pas, qui va faire? Personne. Donc, j'ai pas le droit de baisser les bras. Je peux repousser, des fois quand j'en ai marre, mais quoi qu'il arrive, je suis obligée de le faire. Ton fils, est-ce qu'il a changé ta perspective sur des questions que tu n'aurais peut-être jamais explorées auparavant? Ah bah clairement, ouais. Comme quoi, par exemple? Bah déjà sur le monde du handicap, hein. Tu vois, enfin, même si j'ai toujours plus ou moins été sensibilisée au sujet, hein. J'ai des cousines trisomiques, bon. Mais l'autisme, ça a été une découverte. Et clairement, si, ça a changé. Enfin, ça m'a ouvert sur tout ce que je fais aujourd'hui, par exemple, par rapport au monde du handicap. Je pensais pas que je ferais tout ça. Avec autant Enfin, j'aime faire ça, en fait. J'aime partager, j'aime aider l'autre. J'ai envie que les familles aient pas le parcours difficile, chaotique qu'on a eu. Si je peux leur épargner toutes ces difficultés, je trouve ça génial. De quoi ça a changé Ça t'a révélé? Ouais, certainement. Très certainement, ouais. Ouais, c'est joliment dit, ouais. Je pense que ça m'a révélé, ouais. Quelle est la leçon la plus précieuse que Noam t'a apprise? Qu'il faut jamais abandonner. Et mon mantra, c'est never give up. Ça, c'est indéniable. Et vraiment, j'ai jamais abandonné. Il y a toujours eu des solutions. On a toujours rebondi, même si ça met du temps. Hein. Et quand je vois le résultat aujourd'hui, je me dis, mais 100 000 fois, fallait pas lâcher. Et Noam, lui, il a jamais voulu abandonner non plus? Ou il y a des moments où,
je veux pas aller là, je veux pas faire ci, mais pourquoi tu m'emmènes là? Et pourquoi je dois voir cette dame? Si, il y a des fois, il demande, et il a demandé, hein, pourquoi est-ce que je dois voir un tel, pourquoi si, mais c'était des questions. C'est pas un ressenti qu'il a, quoi. Sur de j'ai Après, pas envie d'y aller. ressenti, c'est difficile, hein. Ouais. Ouais, de les exprimer pour lui, c'est pas évident. Mais au global, quand on voit le jeune qu'il est aujourd'hui, il est bien dans ses baskets, hein. Il est vachement bien dans ses baskets. Il a toujours le smile, il va vers tout le monde. Et j'en parlais encore avant-hier avec son éducateur qui s'est absenté durant plusieurs semaines parce il était malade. Et il n'avait pas revu Noam depuis cet été. Et je lui dis, c'est une bonne patte. Je dis, franchement, je dis, mes copines qui ont des ados de 16 ans qui galèrent, je dis, bah, au moins sur ce côté-là, j'aurais été épargnée. Et non, il est cool, c'est une bonne patte, il est super gentil. Il est très facile, en fait. Mais parce que je pense qu'on forme un bon binôme. Hmm. Pourquoi, toi, tu penses qu'il est important de médiatiser ce combat pour le droit des enfants autistes? Parce qu'il faut que les choses elles changent. Le droit à l'éducation, tout le monde y a le droit. Et c'est pas parce que tu as une certaine situation de handicap que tu n'y as pas droit. Et en fait, c'est des personnes qui apportent énormément, hein. Parce que elles sont pas dans les cases dans lesquelles nous on est, elles sont pas dans les dictats entre guillemets dans lesquels on est. C'est des gens tellement spontanés que puis ils vont te chercher quelque part. Ça va te chercher quelque part en fait. Où t'as pas ce côté psychorigide là comme ça. Bah non. Et pour moi, ouais, c'est une cause nationale parce que bah, déjà, ça représente quand même beaucoup, 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 beaucoup de gens. Et que demain, ce seront des adultes. Et que comme je disais tout à l'heure avec nous, ce qu'on fait sur notre commune, si on n'éduque pas nos enfants à la différence, ça va continuer en fait. Ça évoluera pas, ça changera pas. Alors que d'en parler, de le partager, d'essayer de mettre des choses en place, de faire évoluer le débat en fait. Parce que c'est beau, oui, on en parle, ok. On en parle, mais voilà, Est-ce maintenant, qu'il y a des actions qui voilà, font que... concrètement, Ouais. faut mettre plus de moyens financiers et faut y aller en fait. Et des fois, faut y aller qu'avec des petites actions. Comme je disais, nous, ce qu'on fait, c'est pas un truc révolutionnaire qui demande des millions. Mais petit, finit par grandir, quoi. Hmm. Mais oui, c'est une cause nationale parce que, voilà, demain, tous ces enfants, tous ces ados vont être des adultes, hein. Quand tu vois l'émission, toi, sur France 2, je crois que c'est sur France 2, hein, où il y a des personnes autistes qui interviewent une personnalité. Ah, le papotin? Oui. C'est génial, j'adore. Et d'ailleurs, quand on regarde le papotin, toutes les personnalités repartent bouleversées. Toutes. Et Emmanuel Macron le premier. Donc, tu as envie de dire à un moment, c'est magique ce qui se passe pendant ce moment-là quand même. Donc, non, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Noam, qui est fan de sport, je le rêve journaliste sportif plus tard, ou au papotin comme ça. Enfin, tu vois, et c'est là où tu te dis, tu vois, la manière dont tu es en train de me poser des questions, il me les poserait pas de la même manière. Hmm. Et c'est tellement spontané. Et puis, c'est simple, en fait. Tu vois? Hmm. Mais à la fois, ça bouleverse les gens qui passent sur le fauteuil du papotin. Donc, c'est que ces personnes-là ont un petit truc en plus. Bah, bien sûr. Bah, c'est posé innocemment, quoi. Ouais. Et c'est brut, c'est Ouais. Bah, c'est spontané, en à fait. cœur ouvert. Ouais, exactement, à cœur ouvert. Sans forme, sans... Voilà, Ouais. c'est de cœur à cœur, quoi. Ouais. C'est ça qui est beau. Ouais. Ouais, d'ailleurs, il devrait le diffuser. Il devrait en diffuser plus, le papotin, je trouve. Ouais, Et même peut-être les diffuser, comme tu dis, dans des écoles. ouais, carrément. Des petits Ça doit- passages. ouais, ça peut servir de support. Ouais. Hmm. C'est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux mères et aux parents qui, bah, comme toi, hein, se battent chaque jour pour leurs enfants? Donc, ils ont raison. Et qu'il faut continuer. Faut pas lâcher, par contre. C'est dur, hein, mais il faut pas lâcher. Faut pas lâcher, il faut rester positif. On finit toujours par trouver une solution. C'est peut-être pas celle à laquelle on a pensé au début. Je pensais pas que Noam finirait en IME, voilà. Mais on finit toujours par trouver une solution. Quoi qu'il arrive. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces parents qui baissent les bras, qui n'en peuvent plus, qui sont fatigués, qui Ah, n'ont- alors, ça, c'est normal. Bah, faut faire un break.
Voilà, il y a plein d'associations voilà, qui proposent des centres, des lieux d'accueil où il y a des personnes qui prennent le relais avec les enfants. Et voilà, faut aller vers ces lieux d'accueil. Faut oser demander de l'aide. Je pense que déjà, à la base, faut demander de l'aide. Ouais, c'est ça. Faut en Quand, parler. quand on est fatigué, Hmm. il faut dire, enfin voilà, je suis fatigué, est-ce qu'on peut m'aider? C'est hyper important. Alors toi, je sais pas s'il y a ça, mais je pense que oui. Moi, en tout cas, dans ma situation, bon, qui a rien à voir avec la tienne, mais il y a le café des aidants. Je sais pas si vous Ouais, avez ça. bah, très bien. Ouais, voilà, le café des... C'est génial, ça. Ouais. Ouais. Et ça, c'est vrai que, Ouais. bon, on se dit, vas-y, je vais pas y aller. C'est comme un Bah peu si, les ouais, alcooliques anonymes, mais dans mais le bon sauf truc, que, quoi, tu vois. moralement, tu poses ta charge, en fait, pendant ce moment-là, et ça fait du bien. Donc voilà, bah, pour ceux qui regardent, en tout cas, Ouais, le café sachez qu'il y a des plein de aidants. dispositifs Ouais. et qu'il faut pas lâcher. Moi, j'ai fini. Hein. Merci Awa d'être Bah, venue. merci pour Vraiment, l'invitation. ça fait très plaisir que tu sois venue ici, qu'on ait parlé de tout ça, parce que c'est des causes on a envie d'en parler, on a envie Ouais. de faire découvrir au maximum de personnes C'est ça. ce qui peut se passer quand on a un enfant qui est atteint de troubles autistiques. Mm. Et on n'a pas forcément des modèles, comme je disais tout à l'heure pendant l'interview, qui peuvent nous aider, hein, mine de rien. Parce que toi, peut-être que si tu avais eu un modèle, Ouais, c'est ça, ouais. ça t'aurait peut-être aidé tout simplement. Ouais, aider, ouais. Donc voilà, donc j'avais une dernière question. C'est qui t'aimerais voir dans ce fauteuil dans une prochaine émission? Alors, je vais dire... Elle est venue, Églantine, ou pas? Non. Eh ben, Églantine Émeillé. Ok, bon, on lancera l'invitation. Ouais. Ou la maman de Marcel l'Extraordinaire. Ouais. Carole, elle s'appelle. Ok. Bon, on va regarder ça. Et merci. Hein. Est-ce que tu as un dernier mot? Non, merci beaucoup pour cette invitation. Pour les parents voilà, qui ont besoin d'aide, moi, vous pouvez m'écrire via mon compte Instagram avec grand plaisir. Je partage souvent les événements auxquels je vais et qui sont ouverts au public, notamment Naked Heart, qui est une association pour les personnes atteintes du syndrome autistique. Il y a un forum quasiment tous les ans, donc je continuerai à partager plusieurs semaines avant le forum. Si vous souhaitez vous inscrire pour y participer, vous êtes les bienvenus. Ça permet de croiser des associations, des professionnels de santé, des parents, des enseignants. Donc voilà, je pense que vraiment le fond, c'est oser demander de l'aide et surtout participer à un maximum d'événements parce que plus vous allez rencontrer du monde et plus ça vous aidera en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il faut que ça bouge dans la